Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette vitrine réelle partie 2. Je vous souhaite une bonne, je dirais, un bon mois de l'éducation ouverte. Le printemps est à nos portes. Je vous remercie d'être présent et présente ce matin. Mon nom est Christian Lachapelle. Je suis coordonnateur de la Fabrique réelle et je souhaite la bienvenue à cette dernière partie de la vitrine réelle, comme je le disais. C'est une initiative cette année de la Fabrique réelle. Et l'événement sera enregistré, donc on sait qu'il y a des gens qui aimeraient écouter les présentations. Alors, je suis accompagné ce matin de mon co-animateur et co-organisateur Claude Potvin, conseiller pédagogique à l'Université Laval et aussi membre de la Fabrique REL. Et Claude sera responsable là, de placer les liens en ligne et de faire de la modération s'il y a lieu. Et je remercie beaucoup Gabriel ce matin pour sa présence. Là. Gabriel est de l'Université Laval, s'occupe du soutien technique. Je prends 2 minutes pour vous parler là, justement de l'événement de la vitrine REL qu'on fait d'année en année. Ça s'inscrit en fait dans le mois de l'éducation ouverte qui est initié par la semaine de l'éducation ouverte en début mars. Donc, l'idée ici, c'est de célébrer, là, faire une célébration annuelle là, et de profiter de l'occasion de partager activement et d'apprendre sur les dernières réalisations en ce qui a trait à l'éducation ouverte et la production de ressources éducatives libres. Cette année, donc le mois prend de l'ampleur parce que on a des gens de la francophonie canadienne et aussi de la francophonie européenne. On a eu l'occasion de co-créer des ateliers avec notamment Nantes Université et l'Université de Louvain, catholique de Louvain. Alors, on en est très fiers. Euh, pour la deuxième partie, je vais vous parler du déroulement. Donc, nous aurons 5 personnes qui vont présenter les réels. On avait donné en ligne un petit plan de match. On va s'ajuster un petit peu avec les derniers événements. Il y a peut-être une personne qui ne sera pas présente, euh, mais on verra ce qu'on va faire. Alors, le format est le suivant. Les personnes présentatrices ont 10 minutes pour présenter leur réel, vont partager leur écran. Ensuite, on a 5 minutes de questions. Donc, on vous invite, le public, à poser des questions. Vous pouvez réagir aussi, à dire que vous avez aimé, que vous. Donc, on aime qu'il y ait de l'interaction. Et en tout temps, vous pouvez aussi réagir dans le clavardage. Euh, voilà. J'ai-tu d'autres choses à vous dire? Je crois que ça y est. Alors, si jamais on n'a pas votre nom, les personnes qui voudraient poser des questions, vous pourriez vous présenter. Je ne sais pas si Mme Blackburn s'est joint à nous. On devait commencer avec Mme Blackburn, mais je... Oui, oui, je suis là. Oui, ah, elle est présente. Ah, on est content. On est content. J'a- J'avais une autre présentation de 8 heures à 9 heures dans un cours. Fait Ah que là, j'ai ben, couru oh un petit mon peu, c'est Dieu. pour ça. Une chance que je faisais une petite introduction, ça vous a laissé un temps. Donc, ben, si vous êtes prête, moi, je vous laisserai aller. Est-ce que ça va? Oui, il n'y a aucun problème. Je vais partager mon écran. Ben, merci beaucoup. Je vous laisse aller. Merci. Je vais juste dire, pour les gens qui ne le sauraient pas, vous êtes de l'Université du Québec à Chicoutimi. Effectivement, oui. Parfait. Alors, ben, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous présenter la ressource éducative libre là, qu'on a développée. Alors, le titre de ma présentation, je vais vous parler en fait des scénarios interactifs là, pour favoriser le développement des connaissances. Alors, moi, je suis professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis rattachée là, à l'unité d'enseignement en kinésiologie. Alors, d'où m'est venue l'idée de développer un projet réel? En fait, moi, les cours que j'enseigne en kinésiologie portent sur la prise en charge par l'activité physique de plusieurs maladies chroniques, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires. Ce qui fait en sorte que pour nos étudiants, c'est des notions qui sont quand même assez complexes, qui sont également euh, importante aussi, là, parce que travailler avec des personnes qui présentent des maladies chroniques au niveau de l'activité physique, bien, ça implique la mise en place de plusieurs précautions également, là, qui vont être importantes pour assurer la sécurité de l'exercice. Dans mes cours, je travaillais beaucoup avec des cas, de la méthode des cas, c'est-à-dire que j'avais des cas cliniques sur papier, puis mes étudiants se regroupaient en équipe pour parler de ces cas-là. Par contre, je trouvais que
Il manquait de situations authentiques, puis je trouvais également que c'était peut-être moins réaliste de travailler là, avec des cas papier. Ce qui fait que ça faisait quelques années là, que j'avais le goût de développer des simulations authentiques avec des patients standardisés. Mais c'est quand même énergivore en termes de temps. Alors, surtout quand on a des cohortes d'étudiants là, qui sont assez importantes. Et ça demande aussi beaucoup de ressources, ce qui faisait que travailler avec des patients standardisés, c'était plus difficile là, dans le quotidien. Alors, ce qui a fait en sorte que j'ai développé un projet de réel, dont l'objectif pédagogique, c'est vraiment d'amener, la personne étudiante là, à maîtriser, les différentes stratégies d'évaluation et d'entraînement chez les clients là, qui présentent une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, et aussi de les amener à développer là, leur jugement clinique. Alors, les mises en situation qui ont été développées portent sur 5 thématiques. Alors, c'est vraiment les principales thématiques là, qui sont vues dans mon cours. Alors, on va parler d'hypertension artérielle, de maladies coronariennes athérosclérotiques, donc tout ce qui est angine. On va parler également d'infarctus du myocarde. Il y a aussi une mise en situation qui porte sur la maladie artérielle périphérique et aussi sur la maladie pulmonaire obstructive chronique. Alors, le cours dans lequel là, vont s'insérer les mises en situation, c'est un cours de deuxième année pour les étudiants en kinésiologie. Et il faut savoir que les mises en situation sont évolutives, c'est-à-dire que c'est recommandé de les faire là, dans l'ordre dans lequel ils sont présentés en ce moment. Pourquoi? Bien, parce que souvent, il y a des notions qu'on a vues dans les mises en situation précédentes là, qui vont être reprises dans les autres mises en situation. Mon projet est aussi développé pour être utilisé en classe. Alors, en faisant justement des retours avec les étudiants qui auraient travaillé, par exemple, en équipe sur les mises en situation. Mais ça peut aussi être un outil qui va être utilisé à l'extérieur du cours pour aider les étudiants à réviser les notions puis à travailler là, de manière autonome. Alors, pour développer le projet de réel, on a recruté là, des patients partenaires. Alors, des patients partenaires qui présentaient réellement là, les pathologies. Alors, on a un organisme ici à Saguenay qui s'appelle Cardioform, qui est un programme de réadaptation cardiaque. Alors, on a recruté là, des personnes dans ce programme-là. Alors, on avait vraiment ici quelqu'un qui avait eu un infarctus, ici quelqu'un d'hypertendu, ici quelqu'un qui présente là, une maladie artérielle périphérique. Alors, pour écrire nos cas, on est vraiment parti de situations authentiques pour justement développer là, nos mises en situation. Dans chacune des mises en situation, l'étudiant va être amené à visionner des vidéos, des enregistrements vocaux également, puis à avoir de l'information pour développer ses aptitudes à faire une anamnèse médicale, sportive, évaluer aussi les facteurs de risque associés avec ces problématiques-là. On parle également de médication parce que dans la maladie cardiovasculaire, il y a plusieurs médicaments qui vont influencer la réponse à l'effort puis la prescription d'exercice aussi. On parle d'évaluation de la condition physique, de prescription de l'exercice et les précautions en lien là, avec l'activité physique vont aussi être abordées là, dans chacune des mises en situation. Je vais vous présenter une des mises en situation qu'on a développées. Alors, les mises en situation ont été placées là, sur H5P. Ce qui fait que par la suite, c'est vraiment ce qui va être déposé là, en format H5P, mais les PowerPoint là, vont être disponibles également. Alors, si on va voir la mise en situation qui porte sur la maladie artérielle périphérique, il y a un petit... Bon. Alors, on commence toujours comme ça par une page titre. Et par la suite, il va y avoir la mise en situation.
Alors, on a ici un monsieur âgé de 74 ans qui est référé par son médecin en kinésiologie, qui présente une hypercholestérolémie, un diabète de type 2, qui a eu un infarctus du myocarde il y a 5 ans avec deux endoprothèses au niveau des artères coronaires. Vous le suivez depuis 3 mois, puis là, il vient vous rencontrer aujourd'hui. Alors, on voit tout à l'heure, je vous disais que c'est préférable de faire les capsules en ordre. Bien, les notions qui portent là, sur l'hypercholestérolémie, l'infarctus, l'installation d'endoprothèse, bien ça, c'est des notions qui ont été vues là, dans les cas précédents. Alors, il y a ici, entre autres, là, je ne vous la présenterai pas là, par faute de temps, mais c'est une vidéo où est-ce que là, la kinésiologue, là, qui dans ce cas-là était jouée par moi, va interviewer la personne là, qu'elle n'a pas vue depuis 3 mois pour voir comment ça se passe. À travers le cas, ben, on se rend compte que finalement, M. Laprise veut avoir une évaluation de sa capacité cardio-respiratoire parce qu'il s'est acheté un tapis roulant à la maison, puis il veut s'entraîner de manière autonome. Et là, ben, durant le test, il y a des douleurs là, qui apparaissent au niveau du mollet droit. La personne va coter ces douleurs-là à 7/10. Puis ici, ben, il y a un audio où est-ce que la personne rapporte un peu comment elle s'est sentie là, durant le test à l'effort, puis à quoi pouvaient ressembler là, les douleurs qui étaient rapportées aux jambes. Et là, ben, il y a des questions qui vont être posées aux étudiants, à savoir à ce moment-là, ça serait quoi la meilleure intervention à faire là, auprès de M. Laprise. Alors, la bonne réponse, ça va être de le référer, bien sûr, au médecin. Et pour chacune des questions qui vont être posées aux étudiants, il y a toujours des rétroactions là, qui sont construites comme ça, alors qui permet aux étudiants de réviser un petit peu aussi là, les notions théoriques là, qui auront été vues en classe. Il y a d'autres vidéos là, qui vont être insérées également, donc qui vont toujours amener l'étudiant à évaluer là, les différents facteurs de risque, puis comment est-ce qu'on devrait travailler là, avec des clientèles à risque comme ça. Alors, dans ce cas-là, ben, le monsieur revient finalement avec un diagnostic là, de maladie artérielle périphérique. Et là, l'étudiant va être amené à monter un programme d'exercice là, qui va être vraiment spécifique pour cette condition-là. Je vais reprendre mon autre document. Alors, pourquoi avoir développé la REL? En kinésiologie, il y a peu de documentation en français. Ce qui fait que pour les étudiants, des fois, c'est plus difficile, je dirais, d'avoir accès à la bonne information en matière d'évaluation et de prescription de l'exercice. Le fait de développer aussi une REL comme ça me permettait d'avoir un support à la fois au niveau de la fabrique REL, mais aussi au niveau de mon institution là, pour m'appuyer dans le développement de ce matériel pédagogique-là. Puis sincèrement, là, je pense que le fait d'avoir développé ces scénarios, ça va vraiment permettre d'enrichir mes activités d'enseignement parce que c'est des cas réels, c'est des mises en situation aussi qui sont dynamiques, qui amènent les étudiants vraiment, selon moi, là, à développer leurs compétences cliniques. Le fait de développer une REL aussi, ça permet de créer du matériel pédagogique qui va être évolutif. Alors, j'espère que mes collègues des autres universités en kinésiologie vont utiliser également là, ces scénarios-là, puis qui vont peut-être même les bonifier aussi. Alors, je pense là, que ça peut être un matériel qui va évoluer dans le temps. Puis, ça permet aussi là, vraiment un bon partage des connaissances. Souvent, en tout cas à l'université, c'est comme ça. Chaque professeur développe son matériel pédagogique, puis c'est très rare que le matériel est partagé. Alors, je pense que là, bien, ça permet vraiment de faire aussi un partage des connaissances, là, entre autres au niveau là, de l'expertise que moi j'ai développée. C'est un matériel qui va pouvoir être accessible aussi à d'autres disciplines qui sont connexes à la kinésiologie, étant donné que les scénarios, ben, on peut les modifier. Alors, par exemple, je pense à mes collègues de la physiothérapie qui vont avoir des cours là, qui peuvent être similaires. Alors, ça peut être intéressant pour eux, par exemple, d'utiliser ces scénarios-là. Et je pense aussi que le fait de développer des REL, bien, ça permet de promouvoir là, une éducation durable parce que ça permet de rendre accessibles là, les ressources à long terme sans causer toujours là, des dépenses qui seraient récurrentes, par exemple.
Alors, c'est terminé pour moi. Je pense que j'ai quand même respecté mon temps. Oui, Je voudrais, je voudrais tout à fait. terminer en remerciant la fabrique justement là, pour le support parce que c'est sûr que sans la fabrique, ce matériel-là n'aurait pas été rendu possible. Puis, j'ai pas travaillé seule non plus là, sur le projet. Alors, j'avais deux étudiantes là, qui travaillaient avec moi. Puis, j'ai aussi toute une équipe là, à l'UQAC là, qui m'ont appuyé également là, dans le développement du matériel. Ben, merci beaucoup, Madame Blackburn. Votre conclusion aussi, vous incarnez vraiment les valeurs liées à l'éducation ouverte, là, comme le partage, la collaboration. Fait que c'est vraiment super. Puis on comprend que vous initiez en fait une ressource que vous souhaitez qui puisse être améliorée, bonifiée, partagée. Fait que c'est vraiment super. Bravo, merci beaucoup. Puis on a le temps pour quelques questions. Donc, dans le public, gênez-vous pas, en levant la main. N'hésitez pas à poser des questions dans le clavardage. Moi, j'aurais une petite question le temps que les gens peut-être posent des Moi, j'ai une questions. question. Oui. Ah, C'est allez-y, donc clair, oui. mais j'arrive pas à. À C'est lever la que. main, oui. Oui. Faut aller dans Non, non, dans le. je sais où aller, mais Ah, le excusez-moi, mien, ça marche pas. le, le choix est très limité. Je passe la parole. Ben, merci. Je me nomme Marie-Claire Bello, je suis prof en droit, puis moi, je fais des mises en situation dans les cas de, en tout cas, ce qui m'intéresserait éventuellement. Alors, je trouve ça très intéressant, Patricia, félicitations. C'est vraiment un beau projet. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu des enjeux au niveau du comité éthique de votre université pour pouvoir utiliser des vraies personnes? Est-ce que ça a joué, ça, comme... En fait, comment est-ce qu'on a fonctionné là, pour pouvoir utiliser les vraies personnes? C'est qu'on a développé un formulaire de consentement. Alors, les gens ont signé comme de quoi, là, justement, qui approuvaient qu'on puisse utiliser leurs images, leurs voix, les vidéos également là, dans les scénarios. Puis, dans le formulaire, c'était indiqué aussi là, que le matériel allait être en libre accès. Alors, les gens nous ont vraiment signé là, un formulaire comme quoi qui nous donnait les droits là, sur les images. Ça n'a pas été trop compliqué d'essayer de trouver des personnes qui acceptaient? Pas du tout. Vraiment, Non? là, au contraire, en fait, à toutes les personnes que j'ai demandé, j'ai toujours eu un oui. Alors, ça a été quand même assez facile, je dirais, là, le recrutement. C'est sûr que c'est déjà des gens qui sont sensibilisés à l'activité physique parce qu'ils s'entraînent en réadaptation cardiaque, là. Mais alors, ça a été quand même assez simple, le recrutement. Merci beaucoup, puis félicitations, Patricia. Merci. Pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en ai une petite, justement, parce que vous disiez que vous avez quand même intégré des vidéos, des audios. Est-ce que ça a été, parlez-moi peut-être un peu de la complexité ou pas là, de préparer tout ça, parce qu'il y a quand même des aspects assez techniques reliés à ça. Ben, en fait, là, c'est qu'on a, moi, j'ai développé des scénarios. Fait que vraiment, tu sais, on a monté le rôle du kinésiologue, le rôle du patient standardisé. Puis, les gens avaient à se préparer justement là, par rapport au rôle qui leur était donné. Pour les patients standardisés, c'était quand même assez simple parce que, en fait, ils parlaient de leur propre cas. Mais des fois, tu sais, ça leur demandait de retenir de l'information. Puis des fois, c'était pas toujours facile de retenir de l'information. Fait c'est arrivé quand même assez souvent qu'on avait plusieurs prises à faire. Mhm. Puis on a organisé là, des séances de tournage dans nos laboratoires ici à l'UQAC. Alors, ça impliquait en fait là, quelqu'un là, qui était là pour faire la captation vidéo, sonore et tout ça. Fait que c'était quand même une bonne organisation. Parfait. Merci pour ce partage. Marianne Dubé, une question. Oui, ben félicitations Patricia pour l'ensemble de l'œuvre. Je reconnais, tu sais, je conçois très bien là, tout le travail derrière. Moi, je suis à l'Université de Sherbrooke, donc j'ai bien noté là, je vais faire circuler cette ressource-là. Je pense qu'elle a un potentiel d'intérêt, soit notre faculté de médecine, sciences de la santé ou faculté des sciences d'activité physique. Ensuite, je me suis demandé, vous avez parlé de scénarisation. C'est intéressant l'exploitation de H5P que vous avez fait. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être pertinent de partager aussi vos outils de travail pour scénariser, tu sais, le travail derrière, tu sais, toujours dans l'esprit aussi de collaboration, d'éducation ouverte, soit
reprendre ou que quelqu'un pourrait juste reprendre le format de scénarisation pour développer d'autres thèmes, par exemple? Euh, En fait, pour la scénarisation, la façon que j'ai fonctionné, tu sais, c'est pas mon métier là, d'être de faire ça. Dans le fond, c'est que j'avais juste marqué les questions du kinésiologue, puis après ça, il y avait la réponse du patient standardisé. Fait que c'était vraiment comme, en fait, un document Word là, qui expliquait qu'il y avait une petite introduction sur qu'est-ce qui allait se passer dans la vignette. Puis après ça, ben, le kin et le patient standardisé avaient à prendre un petit peu leur rôle, là. Mais oui, je pourrais les partager, là, ça va me faire plaisir. Puis, je sais aussi que les vidéos, les enregistrements audio vont être partagés également. Puis, moi, pour monter les scénarios dans H5P, à la base, j'ai travaillé dans PowerPoint. Donc, les PowerPoint vont être rendus disponibles aussi. Fait que ça peut des fois là, aider les gens à retravailler tout ça, là. Puis, en fait, tu sais, on peut utiliser H5P pour travailler avec les scénarios, mais quelqu'un pourrait très bien seulement utiliser les PowerPoint dans sa classe, par exemple, puis poser des questions aux étudiants, puis faire les rétroactions, là, directement en classe. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va prendre une dernière question de Mme Marié. Et en fait, je me demandais quelle a été la réaction des étudiants de cet outil pédagogique-là et aussi de vos collègues. Donc, un petit peu là, la réaction des utilisateurs. Bien, présentement, les scénarios n'ont pas encore été utilisés là, avec les étudiants. La semaine prochaine, je vais les utiliser avec des étudiants de troisième année. Alors, on a un cours dans notre cursus qui est un cours de synthèse où est-ce qu'on révise différentes notions dans le but de préparer là, les étudiants à l'examen de la Fédération des kinésiologues du Québec. Alors, la semaine prochaine, je vais les utiliser en classe là, avec les étudiants de troisième année. Ça va quand même me permettre d'aller chercher leur pouls également. Puis sinon, ben, les scénarios vont être utilisés là, dans mon cours qui a lieu à l'automne prochain. OK. Donc, ça veut dire que les étudiants et les collègues ne l'ont pas encore manipulé, là, si je peux dire, ne l'ont pas testé. Exactement. Parfait. J'ai quand même travaillé avec deux étudiantes. Une étudiante qui a terminé, là, qui est à la maîtrise en ce moment, puis une autre étudiante qui est aussi en troisième année là, du baccalauréat en kinésiologie. Puis à un moment donné, il y a un autre étudiant aussi de troisième année qui a été impliqué dans un scénario. Alors, tu sais, je pense que l'implication étudiante, ça a comme peut-être permis aussi là, d'intégrer un peu plus les difficultés soulevées là, aussi par les étudiants par rapport à cette matière-là. Super. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Ben, merci. Merci beaucoup, Mme Blackburn. C'est très inspirant. Donc, on va passer justement à Mme Sophie Marié, qui vient de poser la question du Cégep de Lévis, qui va nous présenter Sarel. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole. Merci. Euh, En fait, je voudrais juste dire d'entrée de jeu que je n'ai pas préparé de présentation structurée là, comme Madame Blackburn. En fait, moi, je vais aller vraiment directement dans la REL et aussi conjuguer au jeu qui est en parallèle du guide pédagogique là, que j'ai développé. Mais je vais répondre aux points là, en fait, qui nous ont été demandés là, d'aborder. Pourquoi avoir décidé d'adapter ou de créer une REL? Moi, en fait, mon expérience des REL date vraiment, là, je m'intéresse aux REL depuis 2019-2020. Et je trouve que c'est vraiment génial, les REL. Ça favorise l'accès, ça favorise le partage, les possibilités d'adaptation, de personnalisation pour chaque enseignant à donner ses couleurs. Fait que d'entrée de jeu, pour répondre, je répondrai à ces questions-là avant de vous montrer la REL ou plutôt les REL. Donc, c'est vraiment ça la première raison pour laquelle j'ai décidé là, d'aller vers les REL. Ensuite de ça, dans la foulée de l'arrivée de ChatGPT et l'intelligence artificielle dans nos réalités d'enseignants,
eh bien, le besoin d'aider les étudiants à développer leur littératie numérique s'est vraiment imposé. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de créer des REL pour favoriser le développement de la littératie numérique de nos étudiants au collégial plus particulièrement. Moi, je suis enseignante en anglais langue seconde au collégial. Donc, je me suis dit, les REL pour développer une littératie numérique. Donc, ce que je vais vous présenter dans quelques minutes, la REL francophone que j'ai développée, c'est vraiment un guide pédagogique pour soutenir les enseignants du collégial qui enseignent l'anglais langue seconde. Le guide permet vraiment l'intégration du jeu dans la pédagogie des enseignants. On veut vraiment optimiser tout ce que le jeu peut apporter là, dans la pédagogie et pour développer la littératie. Et le jeu qui est expliqué et dont l'intégration est vraiment bien présentée dans le guide, est vraiment basé sur les devis ministériels parce que quand on compare le collégial versus l'universitaire. Oh, excusez, il y a quelqu'un qui a Il y a ouvert son micro. quelqu'un. Excusez-moi, on va s'en occuper. Ouais. Donc, c'est ça, c'est basé sur les devis ministériels des cours d'anglais langue seconde et aussi le cadre de référence de la compétence numérique. Alors, je vais vous présenter, comme je disais, moi, je n'ai pas préparé de présentation, là, mais je vais directement dans la REL. Alors, je vous partage ça. Voilà. C'est un guide pédagogique qui est destiné aux enseignants. Il s'agit tout simplement de le télécharger et les publier sur Banque et sur l'entrepôt Collecto. Je me suis basée, et là, je le mentionne ici, sur des travaux de Claude et Marianne qui sont ici présents aujourd'hui. J'en profite pour les remercier d'ailleurs. Ils ont créé ce document-là sur les balises éditoriales, manuels et autres formats textuels. J'ai trouvé vraiment génial parce que moi, ça fait partie de la logique là, des REL de ne pas réinventer la roue tout le temps. Donc, je me suis dit, ils ont créé ce beau document-là. Je pars de ça pour créer ma REL francophone. Alors, moi, j'ai vraiment suivi là, leurs recommandations. Et mon guide est divisé comme suit. Donc, ça, j'ai vraiment dans la première section ici, principale du manuscrit, je présente l'alignement technopédagogique, les consignes de base pour jouer au jeu et des stratégies d'acquisition du vocabulaire. Parce que comme prof d'anglais langue seconde, évidemment, nous, notre objectif principal en lien avec la littératie numérique, comme je disais d'entrée de jeu, c'est vraiment d'aider les étudiants à acquérir du vocabulaire, développer leurs compétences à l'écrit, à l'oral. Donc, quoi de mieux que de leur enseigner des mots pour qu'ils puissent améliorer ces 4 habiletés-là. Donc là, dans le manuscrit, j'explique les 5 missions du jeu que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc, le jeu que j'ai développé est vraiment divisé en 5 missions. La première mission, c'est sur le citoyen éthique, donc Ethical Citizenship. La deuxième mission, c'est sur la littératie informationnelle, donc Information Literacy. Troisième mission, c'est Critical Thinking. Quatrième mission, Content Production. Et la cinquième mission, Communicating via Digital Technology. Donc, le guide présente ces 5 missions-là. Je vais vous montrer dans quelques minutes de quoi le jeu a l'air. Et ensuite, la deuxième section qui est quand même très importante dans le jeu, et là, je vous montre ça très brièvement. Donc, on arrive dans cette section-là ici où, oups, Donc, ici, on explique l'alignement technopédagogique. On a nos consignes. Et là, j'explique pour la mission Ethical Citizenship, on a les objectifs
et comment faire une activation cognitive pour le jeu et quelles activités de vocabulaire ils peuvent faire. Donc, le jeu et le guide pédagogique est structuré en fonction du jeu. Il y a une section pour chacune des missions du jeu. Voilà. Et quand on arrive à la deuxième section principale du guide, c'est les généralités. Comment est-ce que les collègues enseignants du collégial peuvent, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour télécharger le jeu, comment l'adapter, comment le modifier. Je leur explique les outils que j'ai utilisés pour créer le jeu et pour créer aussi des badges que les étudiants téléchargent tout au long du jeu. Voilà, alors, et ici, bon, vous avez les références. Je vous montre le jeu. Là, je n'ai pas fait le partage de son, mais ce que je vais faire, c'est qu'avant de vous montrer le jeu en tant que tel avec le son, je vais vous montrer, j'avais préparé une présentation pour une autre chronique que j'avais faite. Donc, vous allez voir très rapidement, parce que là, le temps passe, je veux respecter le temps. Je vais vous montrer le jeu là, vraiment très brièvement. Puis si j'ai le temps, je vais refaire un partage d'écran avec le son pour que vous puissiez voir le jeu. Donc, ça, c'est la porte d'entrée du jeu. Qui s'appelle An English Journey Through the Digital World and English Culture, les 5 missions dont je vous parlais. La mission 1 qui est divisée avec 4 sections. Une section sur les défis de santé reliés à la citoyenneté éthique. La deuxième section qui est reliée à tout ce qui est en lien avec la publicité et la citoyenneté éthique. La troisième section de la mission 1 sur la vie privée, la sécurité, les défis légaux. Et la quatrième section reliée à la citoyenneté éthique, les défis environnementaux. Donc, ça, c'est la première section. Et la deuxième mission, c'est sur la littératie informationnelle. Donc, il y a deux sous-sections. Vous avez des exemples un petit peu de tâches de quiz que les étudiants doivent faire en faisant le jeu. Excuse-moi, Sophie, on voit juste, on voit juste un écran, toujours l'écran de l'avion. Est-ce que c'était voulu? Ah, non, effectivement. Désolée, je reviens depuis tantôt. On veut apprécier pleinement. On veut apprécier pleinement. Puis dans le temps, on est OK, là. Ouais. Donc, OK. ça va, là. Oui. OK. Puis là, pour partager le son, de toute façon, je ne l'ai pas, là. C'est juste parce que là, le temps me manque, là. Fait que je vais... Est-ce que vous voyez bien? On voit, oui, attendez un peu, c'est en train de se partager. Oui, tout à fait. OK. Là, on voit démonstration de jeu, oui. Parfait, excellent. Donc, ça, c'est la porte d'entrée du jeu. Je m'excuse, là, je pensais que vous voyiez l'écran. Non, il n'y a pas de problème. OK. Allez-y. Oui. Donc, c'est bon. Alors, ça, c'est la porte d'entrée du jeu où on voit les 5 missions. Les étudiants ont tout simplement à cliquer sur chacune des missions et comme ça, ils vont pouvoir faire chacune des missions. Et là, mission 1, citoyenneté éthique. Là, je ne répéterai pas. Vous avez 4 sections ici. La mission sur la littératie informationnelle. Troisième mission qui est sur la pensée critique. Quatrième section qui est sur la production de contenu. Et 5e section qui est sur la communication via les technologies numériques. Okay? Fait que là, je vous montre brièvement les 5 missions parce que vous comprendrez que faire ce jeu-là, qui est un jeu sous forme de jeu d'évasion, où les étudiants, à travers les missions, vont chercher des codes, vont chercher des lettres pour pouvoir passer d'une mission à l'autre, c'est sûr que ça prend 6 heures à faire. Donc, je ne peux pas vous montrer cette règle-là au complet, là, OK? Je peux vous montrer le guide pédagogique que j'ai commencé à vous montrer au début, mais il y a tellement, donc, en 10 minutes, de vous présenter tant le guide pédagogique que le jeu qui prend 6 heures à faire.
c'est un peu laborieux. Donc, j'essaie vraiment là, de centrer sur l'essentiel. Peut-être que je pourrais faire un partage d'écran pour vous montrer la sensation là, de début quand les étudiants entrent dans le jeu. Et je dois rapidement vous dire, avant que je vous montre le jeu, le jeu a été testé l'hiver passé auprès d'étudiants collégiaux dans mes classes et dans la classe de quelques collègues. Il a été retesté cet automne. On l'a modifié, on a adapté. Et l'année prochaine, en fait, là, on est dans un protocole de recherche. On est en train de préparer le terrain d'études qui va avoir lieu à l'automne. On va tester le jeu sur une population de 400 étudiants pour voir si le jeu a réellement un impact sur le développement de la littératie numérique des étudiants. Et je travaille en collaboration avec Patrick Plante de l'Université TÉLUQ et de Maude Bonenfant de l'UQAM. Je tiens à le dire, et le guide pédagogique est vraiment utilisé là, par les enseignants pour voir, OK, quand on l'intègre, le jeu, c'est comme un gros prompt, OK? Et il faut aussi faire des choses avant que les étudiants jouent au jeu et après qu'ils ont joué au jeu pour optimiser le contenu, pour les aider là, optimiser tout le potentiel. Donc, pour partager le son, je vais arrêter mon partage et je vais mettre le jeu. Je sais que ça fait beaucoup, mais c'est assez difficile en 10 minutes de Non, présenter ça la va. règle et le Ben jeu. oui, ben oui, puis on veut apprécier ça. On pourrait peut-être terminer avec ça, là, avec la présentation avec le son, puis on pourra aller avec quelques questions par la suite. Oui. Donc, si je vais faire le partage. Pour le son, disposition et options. Ouais, partager l'audio. Merveilleux. Alors, je vais faire partager. Il est encore en lien privé présentement à cause de la recherche qu'on est en train de faire. Là, on voit votre... Oui. OK. Je suis sûr que... Le son est correct, tout le monde? Oui, on voit le son, mais ce qu'on voit, on voit pas, on voit votre texte, par exemple, de votre fichier Word. Ah. OK. Deux. Donc, voilà, je réessaye. Disposition avec l'audio. Oui, OK. C'est bon? OK. Oui. Là, vous n'avez pas eu le son d'entrée, là, parce qu'il était déjà passé, mais bon. Alors voilà, donc on arrive, ça c'est pour le début du jeu. Ensuite, tel que je vous disais, on arrive à la porte d'entrée, comme il est expliqué dans le guide pédagogique. Et pour chacune des missions, on a tout simplement à cliquer sur la section. Commençons par la mission 1. Donc, on peut expliquer, comme je disais, c'est basé sur le cadre de référence de la compétence numérique. Donc, ici, on explique ce que c'est que d'être un citoyen éthique. Voilà. Et donc, la plateforme que j'ai dans le guide que j'expliquais brièvement tantôt en survol. Si on fait la section sur ici, les instructions, on explique comment jouer au jeu. Comme je disais, c'est style jeu d'évasion. C'est un jeu sérieux, comme tel que défini là, en technopédagogie. Donc, ici, on a les explications sur comment jouer le jeu. En premier, on découvre des concepts. C'est une carte mentale de concepts rattachés à la citoyenneté éthique. Donc, des termes rattachés à la santé, à la publicité, à l'intelligence artificielle. On n'a qu'à cliquer ici pour avoir les définitions des termes. Donc, ça, on l'a fait. C'est pour ça que je disais style jeu d'évasion.
c'est pas un jeu où est-ce qu'il faut que les étudiants aillent vite pour faire le jeu, parce qu'on veut vraiment qu'ils s'arrêtent, qu'ils prennent le temps de découvrir certains concepts. Voilà, donc là, ils sont prêts à Super. commencer. On commence avec les défis de santé. Donc là, ils ont, nous, nos contenus. Puis là, il y a tellement à dire sur le jeu et sur la REL, il faut que vous m'arrêtiez parce que quand je Ben, commence, écoutez, en fait, moi, j'ai quelques questions. Peut-être que les gens du public auraient des questions, mais je veux vraiment laisser le temps qu'on ait des questions pour pouvoir enchaîner après avec nos présentations. On parfait. voit, ben, si je peux m'exprimer, il y a beaucoup de travail, c'est très, très attaché, tout ça. Je m'autorise à poser une première question. Ça a dû prendre quand même pas mal de temps et de ressources pour monter ça. Oui. C'est pour ça que quand je parle du guide et du jeu en 10 minutes, je me dis, OK, là, il faut que je focus parce qu'il y a tellement à dire. En fait, là, j'ai focusé sur le contenu, expliquer les bien fondés, les REL, tout ça. Mais en fait, j'ai fait une demande de financement auprès de l'Entente Canada-Québec parce qu'effectivement, vous soulevez un point qui est vraiment central. Ça demande beaucoup de temps, surtout, comme je disais au début de ma présentation. euh, Moi, avant 2019, je ne connaissais rien des REL, là. OK? Mhm. Vraiment, là, c'était un univers tout nouveau pour moi. Donc, il y a eu une courbe d'apprentissage assez majeure et créer un jeu sérieux sous forme de jeu d'évasion. Vous comprendrez qu'il y avait aussi beaucoup d'apprentissage à faire à ce niveau-là. Donc là, je me suis dit, il faut que j'aille le temps. Et j'ai obtenu une première bourse grâce à l'Entente Canada-Québec pour développer le jeu et le guide pédagogique. Et là, ensuite de ça, mais je me suis dit, c'est bien beau tout ça, créer ce jeu-là, c'est le jeu d'évasion, mais encore faut-il être capable de dire qu'il y a un impact réel sur le développement de la littératie numérique des étudiants. Alors, j'ai fait une deuxième demande à l'Entente Canada-Québec pour pouvoir obtenir des fonds pour tester le jeu. Et Mhm. j'ai obtenu les 2 fois les fonds de Wow. l'Entente Canada-Québec. Et là, c'est un gros protocole. Comme je disais, je travaille en collaboration avec Patrick Plante et Maude Bonenfant. Et 400 étudiants du réseau collégial vont essayer le jeu à l'automne 2025. Euh, et d'ailleurs, Charles est présent à la rencontre aujourd'hui. Il y a un collègue qui va utiliser le jeu avec ses étudiants à Oui. l'automne 2025. Donc, 5 cégeps de la région de Québec vont tester le jeu. Mérisy, Garneau, Sainte-Foy, Limoilou, Lévis. Bon, ben, Après ça ça, on prend va de pouvoir. l'ampleur. Oui, Ouais, on va. je ne vais pas faire de jeu de mots, là, mais ça prend son envol. Oui, Donc, clairement. donc je vais Ça prend son passer. envol. Puis on va Oui, pouvoir dire si le jeu a un impact réel sur le développement de la oui. littératie. Qui est l'objectif? C'est ça, là, donc, de la création du jeu. Excellent, merci. Je vais passer la parole, Madame Bello, à une question. Bonjour Sophie, félicitations, c'est très, très, très impressionnant. J'ai 2 petites questions. Qu'est-ce que l'entente Canada-Québec couvrait? Est-ce que ça vous libérait du temps? Puis la deuxième question, c'est, je trouve ça très, très intéressant d'utiliser un jeu d'évasion. Est-ce que c'était quelque chose que avez-vous fait comme une étude de marché pour voir jusqu'à quel point c'était populaire chez les jeunes? Tu sais, je trouve que, tu sais, des jeux, il y en a des 350 000, puis il y a même des cafés puis des bars là, qui se spécialisent là-dedans. Mais qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce type de jeu-là? Merci. Puis encore, félicitations. C'est très, très, très impressionnant. Merci beaucoup, c'est gentil. Il y a beaucoup d'énergie dans tous ces développements. Euh, En fait, l'entente Canada-Québec, c'est une entente pour les langues secondes et donc, que ce soit pour le français langue seconde ou pour l'anglais langue seconde, c'est pour permettre aux francophones et aux anglophones de développer leurs compétences dans la langue seconde canadienne. Moi, comme je suis prof d'anglais langue seconde, j'ai pu faire une demande de subvention auprès de l'Entente Canada-Québec pour mes étudiants qui sont en anglais langue seconde. Cette entente-là, cette enveloppe-là, en fait, ça peut être des fonds pour, en fait, c'est majoritairement pour dégager les enseignants pour qu'ils puissent avoir du temps. Donc,
Et il peut en avoir aussi un petit peu pour acheter du matériel quand tu es dans le cadre d'un projet de recherche. Mais c'est sûr qu'il y a quand même plusieurs critères là, vraiment bien établis dans l'entente. Ça ne pourrait pas être juste pour acheter du matériel, là, il faut vraiment que ça soit majoritairement du dégagement de temps pour les enseignants. Donc, ma première subvention, ça a été pour développer le jeu et le guide pédagogique. Et la deuxième, ben là, c'est présentement le protocole de recherche là, qu'on est en train de vivre là, interordre et interétablissement. Merci. Puis pour votre deuxième question, Oui. excusez-moi, il y a, pourquoi le jeu d'évasion? Ben, je réalise que quand j'ai présenté là, je dirais les fondements de création du jeu, j'ai peut-être passé rapidement sur cet aspect-là. C'est que on part avec la prémisse de base que les jeux sérieux favorisent l'engagement et la motivation des étudiants. De là, l'implication de Maud Bonenfant et de Patrick Plante que j'ai découvert alors que j'étais en train de développer le jeu, hein, parce que je me suis beaucoup informée en développant le jeu. C'est là que Patrick et Maude sont venus sur mon chemin. Là, j'ai dit, wow, si on pouvait développer un protocole de recherche ensemble, ça serait génial. Donc, pourquoi un jeu sérieux? Parce qu'on pense que ça favorise l'engagement et la motivation. Et dans notre protocole de recherche, parallèlement à l'évaluation de l'impact du jeu sur le développement de la littératie numérique, on évalue aussi l'impact sur l'engagement et la motivation. C'est une sous-question. Excellent. Ben, merci beaucoup. Peut-être, je ne vois pas de main levée dans le public. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourra enchaîner avec la prochaine présentation. Je tiens à vous remercier, Sophie, là, pour cette belle présentation. C'est assez inspirant. Je pense qu'on aurait d'autres questions. En tout cas, moi, j'en ai d'autres. Je risque de vous écrire. Merci beaucoup. C'était une belle présentation. Donc, si je passerai maintenant la parole à Mme Marie-Claire Belleau, qui a posé déjà des questions, mais qui, à son tour, va nous présenter sa REL. Mme Belleau est de l'Université Laval. Donc, je vous passe la parole, Marie-Claire. Alors, bonjour et bienvenue. Alors, je me nomme Marie-Claire Belleau, je suis professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval. Alors, sur la première question, pourquoi avoir choisi de travailler sur une REL? La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que moi, ça fait 30 ans que je suis prof et j'ai toujours beaucoup travaillé avec les bibliothécaires de mon université, principalement les bibliothécaires associés à la section droit, mais aussi plus généralement avec d'autres bibliothécaires. Puis, lorsque j'ai commencé à travailler, alors mon domaine d'expertise puis de spécialité, j'en ai plusieurs, mais celui sur lequel je travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle au Québec la prévention et le règlement des différends, soit les modes de prévention qui sont des modes comme la négociation, la médiation, l'arbitrage. En fait, ça s'inscrit dans un concept plus large qu'on appelle la justice participative, qui vise à permettre à des citoyens, à des citoyennes de trouver des solutions à leurs problèmes. Puis, en fait, je dis souvent que j'ai deux particularités. Une première, c'est l'obsession pour l'amélioration de l'accès à la justice. Et la deuxième, c'est une préoccupation que les personnes puissent trouver des solutions à leurs problèmes par elles-mêmes, puis d'éviter les tribunaux. J'essaie d'éviter. Les tribunaux, c'est très bien, mais comme un dernier recours, comme la grève dans le domaine du travail. Alors, dès le début de mes recherches sur ce domaine-là, alors moi, je suis médiatrice depuis 24 ans et j'enseigne dans ce domaine-là aussi. Et je fais beaucoup de formations continues auprès de médiateurs, négociateurs, en fait, de personnes là, qui s'intéressent à ces modes-là. Et il y a très peu d'informations, surtout dans la francophonie. Et depuis le début, je dirais, depuis les années 2010, je souhaitais faire un Wikipédia. Alors, pourquoi la REL? C'est qu'à un moment donné, je suis tombée sur le chemin de quelqu'un qui s'appelle Marie-Lou Bourque, qui était à l'Université Laval. Puis j'ai commencé à travailler avec elle dans l'idée générale de ce qu'une REL, parce que ça correspondait à ma volonté de rendre les données de recherche accessibles au plus grand nombre. Puis
une personne qui s'appelle Maude Laplante-Dubé m'avait vraiment travaillé au corps sur les licences Creative Commons et m'avait beaucoup éduqué dans ce domaine-là. J'avais même fait des présentations dans des cadres de congrès de bibliothécaires avec elle. Alors, c'est comme si le moment était bien choisi. Puis, j'ai commencé à travailler avec les méthodes de la Fabriquerelle. Puis, c'est pendant que je travaillais là-dessus qu'on m'a suggéré de faire une demande de subvention. J'ai fait ma demande pour la première phase et je viens d'avoir la super bonne réponse que j'ai eu aussi la deuxième phase. Alors, je vais vous demander d'être indulgent parce que je suis vraiment dans la première mouture. Puis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partager avec vous cette information-là. Et qui ça vise? C'était une des questions qu'on nous posait. Ça vise des professionnels, des intervenants dans toutes sortes de secteurs, que ce soit des travailleurs sociaux, des juristes, des notaires, de toutes les sortes. Ça pourrait aussi être des gens intéressés à la gestion, aux ressources humaines. Alors, toute personne qui est appelée à essayer de désenchevêtrer certains types de conflits de différentes natures. Et j'ai rendu public seulement le 1er mars, donc elle n'a pas encore été testée beaucoup. Puis quand je vous dis que je vous demande d'être indulgent, c'est que j'ai beaucoup de travail à faire encore. Alors, je partage, vous me direz si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez un écran qui s'appelle Projet MISC? Tout à fait. Oui. Parfait. Alors, voyez-vous, c'est un peu comme un site Internet. On a utilisé le logiciel Drupal. Dans la page d'accueil, j'explique qu'est-ce que le projet. J'ai appelé ça les modes d'intervention en situation de conflit pour inclure les modes de prévention et règlement des différends, négociation, médiation, arbitrage, mais également les modes judiciaires comme la conférence de règlement à l'amiable ou toutes sortes de modes différents. Dans cette page d'accueil, j'explique justement qu'est-ce que c'est. Puis, dans mon cas, je m'intéresse, dans la première phase, c'est la justice civile, c'est-à-dire les rapports entre les individus, famille, contrat, biens. Dans une deuxième phase, je m'intéresse aux liens entre les individus et l'État, donc la justice étatique. Puis, dans une troisième phase, ce qu'on appelle l'infractionnel, vous avez peut-être entendu parler de processus comme la justice réparatrice. Alors, c'est le genre de sujet auquel je m'intéresse. Dans cette première page-là, j'ai aussi expliqué qu'est-ce que la justice participative, l'idée que les citoyens et citoyennes participent à la solution fondée sur un concept que vous connaissez, l'empowerment. Puis, j'explique les cartes des MISC. Alors, voyez-vous, j'ai 3 cartes. La seule qui est disponible en ce moment, c'est la justice civile. Je vais y revenir dans quelques minutes. Puis, j'ai un misctionnaire, c'est-à-dire un dictionnaire des modes d'intervention en situation de conflit, puis des termes, principalement parce que dans la francophonie, on peut utiliser les mêmes termes, mais qui ont des sens très différents. Alors, je pense par exemple à médiation judiciaire. Chez nous, ça désigne les juges qui agissent comme médiateurs dans le cadre de conférences de règlement à l'amiable, alors que dans la francophonie, en France, en Belgique, en Suisse, c'est des juges qui ordonnent la médiation auprès de médiateurs privés. C'est tout à fait différent. Donc, j'ai trouvé important de qualifier et d'expliquer les concepts sur lesquels on travaille. Avant d'aller vers les modes eux-mêmes, puis vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est, j'ai expliqué la vision du projet. Puis là, actuellement, voyez-vous, c'est un des problèmes que j'ai, c'est que ça commence toujours par en arrière au lieu d'être au début. Mais ça, c'est un petit bug là, qui va se régler bientôt. Alors, l'idée de la co-construction des savoirs, puis j'en profite pour remercier l'équipe qui a été fantastique. Alors, je travaille beaucoup. Marie-Lou Bourque a quitté la fabrique, mais je travaille, puis j'ai beaucoup aimé travailler avec elle, mais je travaille avec Nadia Villeneuve à l'Université Laval. Je travaille avec Mélanie Perron, qui est notre bibliothécaire en droit, mais aussi j'ai eu la chance de travailler avec des informaticiens, des programmateurs, dont Jean-Simon Couture. J'ai un graphiste qui s'appelle Maxime. Son nom m'échappe. Il y a des conseillers pédagogiques, je pense à Jean-François Proto puis à Alec Larose. Et alors, j'ai vraiment bénéficié d'une équipe formidable avec beaucoup d'auxiliaires de recherche. Puis, vous voyez, je les nomme ici en ordre alphabétique, mais c'est des personnes qui ont travaillé avec moi depuis plusieurs années, au point où je suis très inconfortable à l'idée qu'elles soient annoncées sous seulement mon nom, puisque je pense que toutes ces personnes ont eu leur mot à dire. Mais j'en profite pour vraiment remercier ces gens-là. J'ai une perspective de création collective continue, c'est-à-dire de toujours améliorer
les informations, puis qu'on puisse le faire là, au fur et à mesure. Une posture de chercheur engagé, c'est une façon d'exprimer la pensée critique, mais avec une autre, une approche un petit peu là, originale là, qui est tout à fait belloïste, la mienne. Puis, j'en ai profité aussi, comme on a écrit un petit article, Dominique Lapierre, qui est une de nos bibliothécaires, mais en fait la directrice, là, méga, avec qui j'ai travaillé. On a présenté notre REL dans le cadre d'un colloque en septembre dernier, puis j'en ai profité pour faire connaître la REL parce que chez nous, là, à endroit, il n'y a personne qui sait de quoi je parle. Alors, j'ai décidé que c'était un bon endroit pour le faire. Alors, vous voyez, je l'explique, j'explique tous les éléments, puis je trouvais que c'était un bon endroit pour le faire. Et au niveau de la méthodologie, ce que j'ai fait, encore une fois, je m'excuse, ça commence par en arrière, mais j'ai expliqué la méthodologie, puis j'ai mis en ligne tous les documents qu'on peut utiliser. Alors, je m'étais fait justement avec Maud Laplante-Dubé un mode d'emploi du projet, les enjeux, la méthodologie, la gestion des connaissances pour que la recherche soit reproductible. Je m'étais fait un code pour une conduite responsable en recherche parce que comme je voulais que ça aille directement sur un site sans avoir l'avantage des revues avec comité de lecture, donc des lectures par d'autres personnes, j'ai insisté beaucoup sur un code. J'étais la première en sciences humaines à l'Université Laval, mais j'aurais voulu le rendre très, très disponible, puis malheureusement, il était dans un site caché, alors je l'ai mis ici. Puis je le fais signer à tous mes étudiants et étudiantes. On s'est doté d'un code de rédaction que j'ai écrit avec 2 de mes auxiliaires. Puis tous mes gabarits. Alors, on a des gabarits de fiches signalétiques. Je vais vous montrer ce que c'est. On s'est fait un journal de recherche sur lequel je travaille avec les bibliothécaires depuis des années, mais qui est un document Excel, qui est accessible aussi à la bibliothèque. Et j'ai mis toutes sortes de choses. La seule chose qui me manque encore, c'est le document pédagogique, mais avec Jean-François Proto, il y a eu un petit malentendu. Puis, quand il a été disponible, moi, j'étais déjà partie pour 2 semaines en Europe pour des fins de travail, mais je vais le terminer là, dans les prochains jours. Alors, je vais revenir maintenant à la justice civile. Je vous ai promis de vous montrer là, la map monde ou la carte des modes les modes. Alors, il y a toute une explication sur ce que c'est. Il y a les signes, ce qu'on appelle là, la boussole, si on veut, les points cardinaux. Puis la fiche, la map monde, elle essaie d'expliquer comment les différents modes se présentent dans différents systèmes, leur discours, et tous ces termes-là sont expliqués dans le Mexicanaire ou dans les fiches. On peut utiliser l'outil de recherche qui est ici là, à gauche complètement, qui nous permet d'aller vers des termes qu'on peut à ce moment-là essayer de mieux saisir. Et j'ai des fiches qui permettent ensuite d'expliquer chacun des processus. Alors, je ne prendrai pas le temps de vous expliquer comment fonctionne cette carte, mais je l'ai tout expliqué ici là, avec de l'information, si vous voulez en savoir plus. Là, il y a tout comment ça fonctionne, quelles sont les idées derrière, pourquoi c'est fait de cette façon-là. Encore une fois, là, je vous étourdis sans doute, là, mais c'est parce que c'est par en arrière. Mais j'introduis la map monde, les limites du contradictoire, de la diversité. Alors, vous voyez, c'est toute une perspective. Il y a des notes de bas de page qui vous permettent d'aller chercher plus d'informations. Et, disons, le cœur de ma présentation, de ma REL, ce sont les modes eux-mêmes de résolution de conflits. Alors, si on veut, j'ai pris chaque mode. Alors, je vais en prendre un qui est peut-être plus familier pour vous. J'explique des concepts comme la justice participative, mais aussi la justice réparatrice. Mais si on prenait la médiation familiale, qui est peut-être plus familier pour vous, bien, vous pouvez à ce moment-là... puis là, je vais encore vous étourdir, mais comme je vous dis, c'est un petit bug là, qui va se régler. Il faut que j'aille en haut. Pour chacun des modes, puis voyez-vous, hein, ça c'est un peu bête. Voyez-vous, ça se répète. On ne sait pas pourquoi. Sur mon ordinateur, ça se répète. Mais si vous le regardiez vous-même, ça n'aurait pas cet effet-là. On n'a pas d'explication pour cet élément-là, mais c'est un petit bug. Alors, pour chaque mode, on explique les principes généraux, les fondements, les protagonistes, les rôles des intervenantes, les mises en pratique, les références et ressources et le vocabulaire. Éventuellement, on va être capable de produire un document Word. Pour l'instant, on n'est pas capable de le faire à partir de Drupal. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ici, si vous voyez, dans les documents complémentaires, le document Word complet de la fiche signalétique, la bibliographie
et le journal de recherche. Encore une fois, pour que ce soit reproductible, mais pour qu'une personne qui s'intéresserait, par exemple, à ce domaine-là puisse aller plus en profondeur. Chaque élément, j'appelle ça les fondements, là, est expliqué par 38 questions, à peu près 110 sous-questions. Et chaque affirmation est sourcée, ce qu'on appelle sourcée, c'est une expression d'Éducalois, c'est que vous pouvez aller chercher la référence immédiatement. Puis, il y a des fiches qui ont 1000 notes de bas de page. Alors, une personne intéressée à aller plus en profondeur, je me suis même dit que si quelqu'un voulait faire une maîtrise, il pourrait prendre ça, puis avoir fini sa maîtrise en 30 secondes. C'est un peu inquiétant, mais bon, j'ai décidé que c'était pas mon problème à moi. Mais sur chacun de ces sujets-là, alors vous êtes capable d'aller chercher de l'information, puis c'est écrit d'une façon à se dire, ben écoutez, une personne ne va pas lire du début à la fin, va s'intéresser à certaines questions, savoir c'est quoi, par exemple, le rôle de l'intervenante, puis aller directement aux intervenants, puis essayer de voir quelles sont les fonctions du médiateur familial, les devoirs, quelles sont les principales conditions, son non-contraignabilité, son indépendance, sa neutralité, puis comment doit agir avec envers les protagonistes, qu'est-ce qu'ont les rôles des protagonistes, etc. Et pour chaque élément, ben, vous pouvez aller chercher l'information, puis la bibliographie vous donne l'information aussi. Enfin, il y a, alors, comme vous voyez, là, juste pour que vous voyez le type pour l'instant, on a l'arbitrage en matière de consommation, la conférence de règlement amiable qui est judiciaire, ce sont les juges, le droit collaboratif, la médiation citoyenne, la médiation familiale, successorale, scolaire, la négociation sur intérêt, puis la négociation sur position, puis l'ombudsman général. Puis on en a plusieurs autres là, qui s'en viennent. Alors, on va d'abord bonifier celles-ci, c'est-à-dire les corriger, s'assurer qu'elles répondent à certains critères là, de rigueur. Puis ensuite, on va rajouter des nouveaux modes. Puis en ce moment, je collabore avec une collègue où on va travailler sur les services financiers, dû au fait qu'il y a de plus en plus de fraude, il y a de plus en plus de questions sur comment résoudre des conflits. Dernier élément, le missionnaire, alors qui nous donne accès à certaines informations. J'explique qu'est-ce que c'est. Puis, voyez-vous, chacun des termes est explicité. Ce sont des termes à la fois de la MapMonde, des termes qu'on retrouve dans les fiches signalétiques. Puis, éventuellement, dans cette deuxième phase, on va être capable d'avoir des hyperliens sur des mots qui sont utilisés dans les fiches signalétiques qui vont nous permettre d'aller chercher les définitions directement pour ne pas être obligé de se promener entre les différents éléments du site. Mais on est en réflexion là, sur certaines choses. On avait des petits vidéos qu'on va peut-être ajouter. On avait toutes les publications que j'ai fait dans ce domaine-là. Je suis pour parler avec la bibliothèque pour rendre toute cette information-là accessible, toujours dans l'esprit de rendre l'information réutilisable de toutes les façons possibles et imaginables pour que ça puisse aider là, des personnes à mieux saisir qu'est-ce qu'il y en est. Puis, pour revenir à la question de qui est visé, ben, la première ligne, c'est souvent des gens ça peut être des personnes, vous allez rire de moi, mais c'est pas grave, mais ça peut être la coiffeuse, ça peut être l'esthéticienne, ça peut être le garage, quand on a un problème, puis qu'on parle à quelqu'un qui essaie de nous aider à résoudre une situation, ben, je souhaiterais que les gens puissent aller chercher de l'information de cet ordre-là. La critique qu'on pourrait donner à mon projet, c'est sans doute le fait que c'est écrit dans un langage universitaire, probablement juriste. On n'a pas les habiletés pour le rendre en langage clair. Par contre, je travaille vraiment de façon très, très étroite avec des organismes comme Éducalois, les Écu-Justice, qui sont des spécialistes de la médiation citoyenne, mais aussi de la justice réparatrice, les centres de justice de proximité que j'ai formés et qui vont pouvoir utiliser ce matériel pour mieux former leurs intervenants et intervenantes, puis aider les citoyens à comprendre quels sont les moyens dont ils disposent. Donc, c'est une façon, si on veut, pour moi, d'essayer d'améliorer l'accès à la justice par de l'information, des connaissances universitaires, mais de façon structurée et avec une volonté de permettre une certaine, je dirais, sophistication citoyenne, c'est-à-dire en permettant aux personnes de prendre des décisions pour elles-mêmes. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'en suis dans mon temps, Christian? Oui, ben c'est fascinant, c'est très intéressant. Donc, c'est parfait. J'avais prévu à peu près ce temps-là parce que Parfait. je Bon, voulais ben, vous je vais laisser arrêter le temps. le Oui, ben, partage.
Ben, c'est ça, c'est fantastique, parce que je voulais quand même vous laisser le temps là, de bien élaborer et étoffer votre présentation. Je ne vois pas de questions dans le clavardage, il va peut-être y en avoir, mais moi j'en ai une parce que je sens tout vraiment votre souci de rayonner même dans la collectivité, tu sais, vraiment, puis Oui. d'avoir une portée sociale là, à travers Mhm. cette ressource-là. La question que j'aurais, c'est que est-ce que vous avez testé ou c'est dans vos objectifs aussi d'intégrer ça dans un cours ou quelle est la réception des personnes étudiantes? Tu sais, je dirais ça comme ça, parce qu'en quelque part, on a une ressource quand même super intéressante pour des personnes apprenantes. Ben, c'est une excellente question. C'est sûr que pour l'instant, on espérait l'utiliser en septembre dernier, mais finalement, tout prend plus de temps que prévu, alors on Oui, n'a pas été capable. Mais en ouais, septembre prochain, je redonne ce cours-là. Je vais aussi avoir l'occasion cet été, là, j'enseigne un cours entier de 45 heures sur la négociation, donc je vais pouvoir inciter les étudiants et étudiantes à aller chercher ce matériel. Puis on voudrait que en fait, c'est curieux, mais à l'origine, avant même de faire mes demandes de subvention au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, mes étudiants avaient comme travaux dans mes cours les fiches signalétiques. J'ai testé tout mon matériel avec les oui, bibliothécaires, mon journal de recherche, avec mes étudiants à l'origine. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'auxiliaires de recherche qui travaillent sur ces projets-là avec moi. Eux développent des expertises en faisant la recherche, puis en échangeant avec moi, puis avec les membres de l'équipe. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en collaboration. Puis c'est difficile, mais je réussis à encourager les étudiants et étudiantes à travailler avec moi vraiment en collaboration et non dans un lien d'autorité parce qu'ils m'aident beaucoup à améliorer mon matériel, puis ils ont toujours des perspectives complètement différentes. Pour toutes sortes de raisons, dû au fait que je suis une spécialiste, mais dû au fait aussi qu'ils viennent d'une autre génération. Puis c'est très, très, très éclairant d'avoir leur perspective, puis leur point de vue. Donc, je travaille beaucoup avec eux, puis beaucoup, beaucoup avec les bibliothécaires. Les bibliothécaires sont mes grandes, grandes amies, dans le sens de je les inclus dans une forme d'interdisciplinarité. mhm, Elles ont une expertise vraiment très, très, très importante. Puis je les amène à beaucoup travailler avec nous, puis ils viennent toujours dans mes cours. Alors j'espère en septembre là, les intégrer. Puis je veux dire, mon projet secret, là, ce serait d'amener, puis j'en parle beaucoup avec mon conseiller pédagogique, Jean-François Proto, euh, d'essayer de travailler à peut-être inclure sur le site des espèces d'arbres décisionnels qui permettraient aux mhm, gens à répondre à certaines questions, de se rendre au bon endroit. Et oui. j'ai comme fantasme que j'ai déjà essayé de développer, mais ça n'a pas fonctionné pour l'instant, mais je n'abandonne pas, la boussole électorale. J'aimerais ça faire Ah une oui, boussole de oui, l'accès à la oui, justice. Mais bon, oui, oui. il y en a déjà une qui existe sur différentes ressources, mais elle est très, très, très difficile à utiliser. Mais j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose comme des arbres décisionnels qui permettraient d'aller sur mon site. Puis là, il y a des programmes maintenant qui nous permettent de faire ça. Alors, Mhm, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais réussir à mener à bien, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'outiller les individus. mhm, Moi, je fais beaucoup de médiation dans toutes sortes de secteurs, en petite créance, en matière familiale, même dans le domaine sportif, ce qui est assez étonnant. Puis je suis toujours étonnée de voir jusqu'à quel point les gens ne se parlent pas, ils ne communiquent pas mhm. ensemble. Ouais, c'est ça, Et hein, on les a à la amenés source des conflits. Oui, puis Mhm, je fais même de la médiation d'un domaine très difficile, celui de la justice réparatrice, inceste, abus sexuels et tout, c'est très, très dur. Mais les gens ont soif de pouvoir se parler, d'essayer mhm, de mieux comprendre. Et dans tous ces secteurs-là, je pense que si on réussit à développer une culture d'une plus grande communication sécuritaire, mhm. je crois qu'il y a de l'avenir pour aider les personnes à trouver des solutions à leurs conflits. Ben, Comme vous voyez, je suis Jean, très, très, très passionnée. oui, vous êtes passionné, puis merci pour la réponse à ma question. On voit que c'est un travail vraiment de longue haleine qui date même Oui. d'avant le projet avec la fabrique, puis qui est de Ah oui. la co-création du collectif. Donc, bravo, merci beaucoup. Vous incarnez vraiment ce que représentent les REL et je dirais même au-delà. Il y a des gens qui vous ont écrit des commentaires. En fait, ce n'est pas tant des questions que des commentaires. Il y a peut-être une petite question, mais peut-être si Ah, quelqu'un veut prendre une dernière question à main levée, puis sinon, on va passer. Je vais me garder du temps pour pouvoir poursuivre avec les autres personnes qui présentent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voulaient réagir.
Ben, Christian, moi Oui, j'ai écrit oui, oui, une question dans la tout à conversation, fait. mais on peut y répondre directement dans la conversation aussi si professeur Bello veut le faire. Là, c'est une question très simple sur un aspect technique. Fait que- Parfait. Moi, j'aime mieux Ouais. l'être humain puis les échanges, hein, Allez-y, la on se prend 2 minutes. communication. Alors, On qu'est-ce se que c'est prend votre 2 minutes pour question? y répondre, là. Ben, On en se prend fait, 2 minutes. ben oui. Je me demandais, c'est que vous avez une plateforme qui semble être institutionnelle pour héberger votre site web. Donc, je me demandais, est-ce que c'était vraiment soutenu par l'Université de Laval, Laval? l'Université Laval ou c'était vraiment une initiative que vous avez dû vous procurer un site Ouais. puis un hébergement, là? En fait, je vais vous répondre du mieux que je peux, mais peut-être si je ne réponds pas à votre question, vous me corrigez-moi. Mais en fait, en utilisant l'AREL, j'ai acheté un compte pour 10 ans. OK. Alors, ça a été pour héberger mon site. Mais plus spécifiquement, moi, je trouve que grâce à l'AREL, le service informatique là, qui s'appelle le CSTIP chez nous, m'a vraiment, vraiment énormément soutenu. Je vous parlais de programmateur. C'est Jean-Simon Couture qui a été peut-être le chef d'orchestre, mais il y a eu un formidable graphiste qui m'a beaucoup aidé. J'avais déjà mon logo, alors il a utilisé un peu ma recherche esthétique pour m'aider. Puis il a fait moi je suis très, très contente de la facture esthétique. Puis j'ai eu un programmateur avec qui je suis en échange malheureusement très souvent parce qu'il est obligé de me former. Il s'appelle Médéric Bellemare. Mais il est très, 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 très pédagogue. Alors, quand je lui demande de faire quelque chose pour moi, il me montre comment faire, puis il m'encourage à m'améliorer et ça marche. Mais c'est parfois à 2 heures du matin, ça a été vraiment très, très épique à cause des échéances. Hein, ça, il y a Oui, un petit souci dont il faudra qu'on parle avec la Fabriquerel parce que oui. il y a des On- enjeux dus à des calendriers universitaires qui ne fonctionnent pas du tout, Ben du tout, oui. du tout dans On notre a. contexte, là. Mhm. Je Oui, oui, sais, on va se je parler. le sais, On va se parler parce que moi, je on trouve a un qu'il faut rôle vraiment. difficile là-dedans, mais je vous félicite quand même d'avoir pu justement mettre les choses en place. Oui. Ben bravo, merci énormément. Est-ce que j'ai répondu Puis, à votre question, Catherine? ouais, Oui, très bien. Merci parfait. beaucoup, Marie-Claire. Merci beaucoup, Marie-Claire. Ben, je pense on va passer à l'autre personne présentatrice, puis je tiens à vous remercier encore pour votre enthousiasme, là. On a vraiment des belles présentations ce matin, donc on va poursuivre dans cette veine-là. Je tiens à dire au public aussi, il y a une personne qui n'a pas pu se présenter, donc oui, on a débordé un peu de notre programme, mais c'est pas grave. On a un peu de temps qu'on avait de toute façon. Alors, je vais passer la parole à Madame Yasmine Tafik du Cégep Gérald Godin, qui va pouvoir nous présenter Sarel. Et ensuite, on va terminer ce matin avec Mme Catherine Raymond, là, qui pourra conclure avec sa présentation. Donc, Yasmine, je vous passe la parole. C'est bon, merci beaucoup. Premièrement, je voudrais dire que je suis très impressionnée par toutes vos rêves, là. Je vais essayer de faire une aussi bonne présentation que vous. Au Cégep, dans le monde collégial, depuis 2 ans, on est en révision de programmes en sciences de la nature et en sciences informatiques et mathématiques. Et un des changements, c'est qu'il y a un cours de probabilité et statistique qui est devenu obligatoire maintenant dans le réseau collégial. C'est un cours de 3 heures. Puis, étant donné que le cours n'existait pas ou il existait, mais il était sous forme de cours à option, il n'existait donc pas beaucoup de matériel pédagogique qui était vraiment ciblé pour les sciences de la nature et encore moins pour l'informatique. Alors, et encore moins évidemment des réels en français particulièrement. Donc, mon collègue et moi, Jean-Sébastien Turcotte, on voulait développer des laboratoires statistiques guidés utilisant particulièrement une approche par résolution de problèmes. Donc, pas juste un guide, mais vraiment, un peu comme Madame Marié, vraiment développer la pensée critique des élèves parce que vous le savez tous, on est bombardé de données, de graphiques, des fois des conclusions déjà construites pour nous, mais on voulait développer cet aspect-là chez les élèves en utilisant des données réelles, des situations authentiques et vraiment avoir des questions dirigées pour les mener à réfléchir par eux-mêmes. On voulait utiliser aussi des données réelles sur les domaines scientifiques pour promouvoir l'interdisciplinarité et aussi pour développer les compétences informatiques des élèves pour qu'ils puissent utiliser les connaissances dans leur
cours de sciences dans les programmes. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a développé des laboratoires statistiques guidés. Pour l'instant, c'est avec le tableur Excel, mais notre deuxième phase, ça va être avec un logiciel libre, peut-être Google Sheets ou LibreOffice. Puis le public cible de notre REL, bien évidemment, c'est tous les élèves du collégial qui sont dans les programmes sciences de la nature, sciences informatiques et mathématiques. Mais je pense, une fois que je vais vous montrer la REL, c'est quelque chose qu'on peut vraiment développer pour tous les programmes collégiaux avec des bases de données dans d'autres domaines. Donc, on a des cours de statistique en technique de comptabilité de gestion, en biopharmaceutique, même en sciences humaines, en méthode quantitative. Donc, on a juste à rajouter des bases de données, puis on peut vraiment modifier les laboratoires. Puis avec cette REL-là, ben, on pourra, n'importe quel enseignant pourra vraiment prendre ça et le modifier pour ses propres cours. Donc, le format de nos laboratoires, chaque section est en 3 parties. Donc, on a ce qu'on appelle des prélabs. Les élèves en équipe doivent préparer quelques questions pour préparer un laboratoire. Donc, les prélabs, ils peuvent avoir, ça peut présenter une mise en situation, présenter des variables de la base de données. Il y aura des questions parfois théoriques, il y aura des questions parfois informatiques pour préparer un document, par exemple, pour un laboratoire. Puis, ils doivent nous remettre ça. Ensuite, il y a la partie laboratoire qui est faite en classe. Puis ça, c'est fait de façon individuelle. C'est vraiment des consignes guidées pour développer les compétences informatiques. Donc, ça peut être avec des captures d'écran, ça peut être avec des animations. Notre souhait, ça va être en deuxième phase de pouvoir avoir des vidéos. Puis ensuite, il y a une partie qui s'appelle des post-labs ou des parties réflexion qui poussent un peu plus loin des questions dirigées, soit pour être sûr que les élèves ont bien compris les aspects informatiques, les mettre en pratique de leur côté, pousser les questions dirigées de pensée critique, pousser peut-être même la théorie, des choses qu'on n'a pas le temps de faire en classe, mais on peut leur laisser faire en équipe. Donc, ça, c'est un peu le format. Donc là, je vais vous le montrer. Et tout ça, c'est hébergé sur GitHub. Donc, nous, quand on va tout soumettre ça à la Fabrique REL, ben, il y aura des PDF de tous les documents, il y aura le site web, il y aura tous les fichiers où des enseignants de différents cégeps pourront modifier tout ça. Donc, je vous présente le site. Vous pouvez voir à gauche, dans le fond, on a la table des matières. Donc, en rouge, vous voyez tous les laboratoires, puis même au milieu aussi, là, on peut cliquer, puis on peut voir chaque section. Il y a une introduction à chaque chapitre. Donc, les chapitres, c'est vraiment les laboratoires. Donc, laboratoire 1, c'est une introduction au logiciel. Puis ensuite, ben, on a chaque sous-section, pré-lab, lab et la section post-lab des réflexions. Puis, on peut aussi voir la table des matières à gauche. On a aussi une section annexe. Donc, on a toutes nos bases de données. Pour l'instant, on ne les a même pas tous mis. On en a déjà 5, mais on a aussi... donc, je peux vous donner quelques sujets. Par exemple, on a des données diagnostiques de femmes autochtones sur le diabète. On a des données physiologiques des soldats de l'armée américaine, des bases de données nationales sur des collisions. Des données sur la qualité de l'air à Montréal, justement après nos inondations le 9 août dernier. Donc, vraiment, on peut mettre toutes nos bases de données ici, puis on présente chaque variable, qu'est-ce qui peut, toutes les différentes modalités et catégories. Puis ensuite, ben, en annexe, on a encore différents sujets qu'on peut faire ou qu'on peut présenter qui, pas nécessairement dans les laboratoires, mais que les élèves, ils peuvent consulter si jamais ils en ont besoin ou si jamais eux, ils veulent pousser plus loin leur apprentissage. Donc, je peux vous montrer quelques exemples. On a créé pour l'instant 8 laboratoires. Notre souhait, c'est arrêter d'en avoir une dizaine. Mais le cours, je vous rappelle, il est juste 3 heures, donc il fallait nous-mêmes se limiter dans ce qu'on voulait faire. Donc, je vous donne premièrement un petit exemple, par exemple, des variables qualitatives. Donc, ça, c'est vraiment juste le traitement de données. Donc, présentation, on veut que les élèves soient capables de faire des graphiques, de présenter sous forme de tableaux leurs données et de peut-être faire développer la pensée critique versus des graphiques. Donc, je peux vous présenter un prélab. Donc,
première question, ben, c'est vraiment créer une feuille de calcul en Excel, puis faire générer un tableau croisé dynamique. Donc ça, c'est réviser ce qu'ils ont fait dans le laboratoire 1 pour pousser un peu plus loin leur apprentissage, puis être sûr qu'ils ont vraiment bien maîtrisé cette compétence-là. Ensuite, questions 2 et 3, ben ça, c'est des questions plus théoriques. Donc, on leur dit, ben on vous présente une phrase, puis est-ce qu'il y a des critiques que tu pourrais poser à l'égard de cette phrase-là? Donc, une marque de dentifrice, par exemple, est recommandée par 80% des dentistes qui l'utilisent. Alors, statistiquement, c'est quelque chose qu'on pourrait lire dans un article sur Internet, mais est-ce qu'il y a des critiques que tu peux faire de vraiment statistiques par rapport à cette phrase-là? Ensuite, une question qu'on a beaucoup, c'est présenter des graphiques aux élèves puis leur dire, ben, est-ce que l'information est un peu trompeuse dans ce graphique-là? Puis qu'est-ce que tu peux faire ressortir de trompeur? Donc, ça, c'est vraiment des questions plus de réflexion. Donc, on leur fournit un PDF, mais ils peuvent aussi y accéder sur le site web, puis réfléchir en équipe là-dessus avant. Puis, donc, ça, c'est des questions un peu préalables. Donc, on essaye que ce soit pas trop long, mais c'est des questions un peu variées, donc un peu informatiques, un peu théoriques. Puis ensuite, ben, je peux vous présenter le laboratoire. Donc, le laboratoire, c'est vraiment guidé étape par étape, va faire ceci, va cliquer sur des cellules. On a, vous voyez ici, des animations. Donc, c'est comme une série de captures d'écran où on explique quoi faire, puis après, ben, on présente l'animation pour que les élèves puissent la voir. On a varié un peu les vitesses. Donc, vous voyez, celui-là, il est un peu rapide. Dans d'autres scénarios, je peux vous montrer, ben, les vitesses sont un peu sont un peu plus lentes. Puis on a demandé à nos élèves, ben, c'est lesquels que vous préférez? Est-ce que vous avez ça plus vite, plus lent? Donc on est en train de récolter un peu tout ça pour l'instant, là. Puis parfois, ben, c'est juste des captures d'écran, donc fixes là, comme ça. Puis, donc ça, c'est un peu notre REL. Je peux vous montrer aussi d'autres exemples ici. Donc, on a tout l'aspect de statistique descriptive, tout l'aspect d'inférence statistique, donc les tests d'hypothèse. Donc, je peux vous montrer un autre laboratoire. On a pris des données sur les collisions. Donc, vous voyez, il y a vraiment toutes les étapes, puis il y a des captures d'écran, des animations pour ça. Donc, ça fait vraiment comme le tour du cours de probabilité statistique. Il manque quelques laboratoires sur les probabilités, mais ça, c'est un aspect que on trouvait que c'est plus difficile d'aller chercher des données réelles là-dessus parce que le sujet est beaucoup plus théorique. Mais on a quelques idées, puis évidemment, par manque de temps, ben, on s'est concentré sur les sujets qui nous intéressaient un peu plus. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Ben, en fait, une chose que je pourrais vous dire aussi, c'est on a testé. Donc, on est en train de donner le cours pour la première fois cette session. On a environ 180 élèves là, qui ont fait les 3 premiers laboratoires. Les derniers laboratoires, ça va être en avril et en mai. Une chose que nous, on a remarqué, c'est que la semaine dernière, on a fait un examen de laboratoire. Donc, on veut pas juste, tu sais, on veut tester est-ce que ce que vous avez fait, est-ce que vous avez toujours besoin du guide ou est-ce que vraiment en pratiquant, vous êtes capable de réintégrer ces choses-là. Puis, nous, on a remarqué que les notes sont vraiment, vraiment meilleures, là, que versus il y a quelques années, les élèves avaient toujours vraiment besoin d'une feuille à de mémoire. Puis maintenant, ben, c'est vraiment, vraiment, là, ils sont vraiment une coche plus haute. Puis en plus, maintenant, on donne le cours en 2e session. Puis il y a quelques années, c'était un cours de 4e session. Donc, en plus, ils sont meilleurs maintenant. Donc ça, on est content de ça. Un des, peut-être des inconvénients, c'est que les élèves, ils nous disent que c'est long, que c'est beaucoup de travail qu'on leur demande. C'est quand même juste un cours de 3 heures, mais ils doivent faire des prélabs et des post-labs en équipe. Ils doivent faire les laboratoires en classe, que le travail est un peu long. Donc, nous, on est en train un peu de réviser la charge de travail, le style de questions aussi. On essaye que les questions soient pas trop ouvertes pour, tu sais, un peu prévenir l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. On essaye que ce soit plus axé sur les sujets en tant que tels informatiques et c'est vraiment sur les bases de données que nous, on a pour que ils soient moins tentés d'aller utiliser des outils externes là, comme ça.
Donc, voici ma REL. Ben, J'aimerais remercier mon collègue Jean-Sébastien Turcotte. C'est lui qui avait déjà en fait qui a déjà fait une REL avec la Fabrique REL en algèbre linéaire. C'est lui qui m'a poussé vers la Fabrique REL. Puis il m'a vraiment donné l'envie de développer une REL pour ce cours et pour vraiment aider tous les enseignants dans le cours de statistique et probabilité. Puis on a aussi envoyé notre REL à quelques enseignants qu'on connaît, puis eux, ils nous disent on a envie de tester nous aussi cette REL-là. ben, merci beaucoup. Vous avez déjà en conclusion répondu à quelques questions que j'avais, mais avant, j'en aurais peut-être quelques-unes encore, mais je ne sais pas s'il y a des gens dans le public qui ont des questions. Il y a Mme Dubé qui écrit dans le clavardage, c'est long à apprendre parce que Ouais. vous étudiez ça. Mais effectivement, c'est un peu ma réaction aussi. Je me disais, ben, vous les Mhm. avez fait travailler très fort, tu sais, on ne réalise pas, mais tu sais, de pouvoir consolider des apprentissages et tout ça, mais il y a eu des Mhm. résultats par contre, tu sais, à cet effort-là. Oui, oui. Donc, c'est très, très intéressant. Je vois pas de main levée. Moi, je pourrais m'exprimer en disant que j'aurais aimé apprendre mes probabilités statistiques avec votre REL. Franchement, là, c'est hyper dynamique, c'est concret, c'est des situations, tu sais, en situation authentique et tout ça. Bravo. Puis c'est un peu ma Merci. question. Vous l'avez dit, vous avez écrit à quelques collègues parce que c'est très, écoutez, c'est quand même universel, là, Oui, ce oui, oui. cours-là. Donc, Ouais. vous avez déjà des collègues là, qui ont de l'intérêt à la tester, là. Oui, exactement. Puis on a eu des discussions avec une enseignante qui, elle, veut développer des bases ou qui veut pouvoir développer des bases de données un peu comme uniformes à tout le monde ou que tout le monde puisse utiliser. Donc, on pourra peut-être ajouter même plusieurs autres bases de données dans notre annexe pour utilisation parce que une des choses qu'on pose souvent en post-lab, c'est de dire, ben, OK, aux élèves, allez vous-même chercher dans une des bases de données qu'on vous fournit, puis allez repratiquer les choses qu'on vous a faites pratiquer dans les laboratoires. Donc, puis développer des hypothèses, développer un peu tous les aspects qu'on fait dans une recherche, là, la méthodologie, l'hypothèse, les traitements de données, après essayer de valider vous-même vos hypothèses, ben, développer les bases de données, tout ça. Donc, ça, c'est un aspect aussi qu'on est en collaboration un peu avec d'autres enseignants pour essayer de bonifier notre base de données, là. Très intéressant. Il n'y a pas d'autres mains levées. Je sais qu'il y a une question en clavardage, mais avant d'aller avec cette question-là, je me demandais Oh aussi non, en termes de moi, je réutilisation. Ah peux oui, oui, t'apporter une allez-y. question. Oui, Marie-Claire. Oui. Yasmine, moi d'abord, bravo, là, c'est formidable. Moi, ce qui Merci. m'impressionne beaucoup, beaucoup dans votre travail, c'est la diversité des données puis des questions que vous posez. Il me semble que vous devez être capable de rejoindre des jeunes de tout acabit, dû à, tu sais, j'en reviens pas de la diversité de vos thèmes puis vos sujets, vos banques de Oui. données. Je trouve ça formidable parce que je me dis que pour des jeunes, ils vont trouver leur intérêt là-dedans quelque part, même si ça Oui. peut être aride ce que vous enseignez. Mais je suis très impressionnée, puis je me dis, il me semble que ça va être le fun de Merci. suivre votre cours. J'aimerais ça Merci. le suivre. Ben ça, je vous dirais merci beaucoup, beaucoup, parce que c'est une des choses qui nous a pris le plus de temps, c'est trouver des bases de données, parce que, puis vous voyez, oui, c'est très divers, mais c'est difficile de trouver des bases de données canadiennes, surtout en santé. Euh, Nous, on avait beaucoup de difficultés, donc c'était plus du côté des États-Unis, mais par exemple, les données nationales sur des collisions, il y a quelques bases de données qu'on n'a pas encore remplies, mais par exemple sur des étoiles, donc les élèves qui préfèrent la physique. On a des bases de données, par exemple, sur la durée des trajets de Bixi. Donc, on essaye de vraiment diversifier un peu les sujets pour toucher vraiment toutes les disciplines bio, chimie, physique. Puis aussi, comme vous dites, on veut que ce soit authentique, que ce soit pas, OK, voici comme les données commerciales d'un restaurant, puis on a inventé les données. Non, comme vraiment des sujets. Puis, par exemple, celle qu'on a travaillé dans nos 3 premiers laboratoires, c'est les données diagnostiques des femmes autochtones Mm. sur le diabète. Donc, les élèves, souvent, nous, ils veulent tous aller en médecine, là, donc on aime ça de leur donner des données diagnostiques, puis, OK, essayez vous-même de monter ce projet-là, faites le traitement de données, c'est quoi les hypothèses, puis à chaque laboratoire, on pouvait augmenter un peu le niveau de difficulté, on pouvait augmenter la charge un peu euh,
on pouvait comme toucher un aspect différent de la base de données, puis on pouvait approfondir les connaissances, puis c'est vraiment comme vous dites, nous on a vu vraiment un intérêt, puis les élèves ils apprécient beaucoup là. Ouais. Ce que je trouve, Yasmine, c'est que ça les sensibilise probablement aussi aux enjeux très réels des Ouais. problèmes statistiques. Nous, en justice, on n'arrive pas à avoir des statistiques pour toutes sortes de Ouais. raisons qui seraient longues à expliquer. Puis quand on en a, elles ne sont pas comparables. Et c'est notre relève, hein, c'est les générations qui s'en viennent, puis les sensibiliser à l'importance des statistiques, puis à l'importance de développer des méthodes cohérentes pour qu'on puisse faire des études longitudinales, qu'on puisse, puis avec ce qui se passe au sud de notre frontière en ce moment, puis les Oui. enjeux très, très graves, puis les impacts qui vont avoir lieu, qui vont être énormes, puis à long terme, c'est formidable de pouvoir les sensibiliser justement à ces difficultés de banque de données parce qu'en soi, ça développe l'esprit critique. Ouais. Puis ça, à Ouais. l'université, puis au cégep, partout, on voit les enjeux titanesque par rapport à ces statistiques, puis l'importance, comment faire des orientations, des politiques publiques si on n'a pas les informations scientifiques sur lesquelles se fonder, c'est fou. Mais ça, c'est fondamental. Puis moi, je me dis, il me semble que ça doit les amener à réfléchir à ces notions-là. Puis peut-être que seront-ils des décideurs et des décideurs de demain? Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci pour ce dernier commentaire, Mme Bello. Et merci beaucoup, Yasmine, pour cette belle présentation et la REL comme en fait le fruit de vos efforts. On va passer avec la dernière présentation de la journée, du matin, en fait, avec Mme Catherine Raymond de l'Université de Sherbrooke. Donc, je vais vous passer la parole dès maintenant. Oui, merci beaucoup. Je vais vous partager mon écran d'emblée. J'ai utilisé une petite présentation structurée. Donc, normalement, vous devriez voir le tout apparaître. Oui. Merci pour les belles présentations. Je tiens quand même vraiment à le souligner d'emblée. Je vais clore en vous parlant du projet de dissémination média. Dissémination média, c'est intéressant parce que tout le monde ici, vous avez fait un peu des projets d'amélioration de vos pratiques pédagogiques. Mais là, je vais vous parler de l'amélioration des pratiques dans le cadre du micro-programme de troisième cycle en leadership pour l'amélioration des pratiques professionnelles en réadaptation, santé et services sociaux. En fait, là, ici, je vous amène, dans le fond, un peu à l'extrême quand on est rendu dans les professionnels qui sont en exercice et qui reviennent faire de la formation continue. On a des professionnels en santé qui vont pratiquer, qui vont avoir des défis sur le terrain, donc des listes d'attente qui n'ont pas d'allure, le fait qu'on veut transformer le système de santé en un système qui est plus éco-responsable, plusieurs problématiques que les professionnels de la santé doivent s'intéresser, puis ils vont vouloir mettre en place des améliorations. Et quand on veut mettre en place des améliorations, bien, on doit développer une forme de leadership. Donc, il y a des étudiants qui reviennent sur les bancs d'école pour se former avec des pratiques avancées. Et parmi ces pratiques avancées-là, bien, elles ont à apprendre à développer des compétences en transfert des connaissances, en dissémination des connaissances. Parce qu'une fois qu'on fait un beau projet d'amélioration, un peu comme tout le monde a fait ici, bien, on veut le faire connaître, on veut le rendre découvrable, on veut aller le porter aux bonnes personnes. Donc, c'est un enjeu qui est très transversal. Et pour faire ça, bien, on a un cours qui s'appelle le cours de dissémination des connaissances. Et à l'intérieur de ce cours-là, bien, on veut apprendre les personnes à créer du matériel, des produits de dissémination. Et pour faire ça, bien, on doit les outiller. Donc, on a décidé de créer un coffre à outils qui permette de mieux choisir puis de concevoir des stratégies de communication pour pouvoir faire un bon transfert des connaissances, donc une bonne dissémination des connaissances. Et ce qu'on a fait, l'idée pourquoi est-ce qu'on a décidé de transformer en réel, c'est parce qu'on trouvait que ces connaissances-là avaient vraiment un beau potentiel de transférabilité. Plus concrètement, ce qu'on voulait, c'est amener les gens à dire, bien, pourquoi est-ce que tu choisirais de faire un document infographique pour parler de ton projet d'amélioration? Pourquoi tu déciderais plutôt de faire une capsule vidéo ou de faire une BD?
ou d'utiliser, je ne sais pas moi, une modalité comme la balado-diffusion pour parler de ton amélioration, puis qu'est-ce que les gens peuvent faire avec ton projet que tu as mené, puis comment les gens peuvent changer leur pratique professionnelle. Donc, ce qu'on a choisi d'utiliser, c'est, on s'est dit, on va pousser une innovation pédagogique. Donc, j'ai appliqué avec un collègue sur un fonds d'innovation pédagogique à l'Université de Sherbrooke. Puis, on a obtenu un financement là, autour de 16 000 pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur du financement qui a été associé. Et ce qu'on a voulu, c'est que notre coffre à outils, pour chacun des moyens de dissémination, des stratégies de communication, on voulait utiliser le moyen comme véhicule pour parler de ce moyen-là. Donc, c'était un peu l'idée d'innovation qu'il y avait en arrière, c'est-à-dire, bien, si on veut parler des balados-diffusion, on voudrait utiliser un projet balado, une série balado. Si on veut parler des documents infographiques, on veut utiliser un document infographique pour un peu faire vivre l'expérience à nos personnes étudiantes. Puis, je tiens quand même à dire que c'est des personnes étudiantes qui ne sont pas du tout dans le domaine du transfert des connaissances. Donc, on doit vraiment passer autant du côté stratégique. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait cet outil-là, ce moyen-là, comparativement à autre chose dans le cadre de ton contexte, dans le cadre de ton projet, à l'aspect technique, comment être capable de faire une BD, comment être capable de faire un projet balado, parce que je vous rappelle, c'est des professionnels de la santé en exercice. Fait que c'est un médecin, c'est un ergothérapeute, c'est une infirmière. Donc, c'est vraiment hors de leur champ de compétences en tant que tel. Et ce qu'on a mis en place un petit peu ici, ben, c'est un coffre à outils. Et vous allez voir, on a fait plein d'itérations. Donc, on a commencé à présenter notre coffre à outils sur Scénari, qui est une plateforme ouverte, open source, qui permettait de mettre du contenu multimédia, parce que je vous rappelle, on voulait utiliser des formats très variés, fait que de l'audio, des vidéos, des images, des documents infographiques, du texte. On a commencé par ça, puis on a eu un retour de la part de nos étudiants qui nous ont dit que la plateforme n'était pas vraiment conviviale, puis ça nuisait à leurs apprentissages. Donc, on a déménagé au début un peu sur Moodle parce que c'est l'univers qu'on utilise à l'Université de Sherbrooke. Puis là, on a eu vraiment beaucoup d'enjeux techniques quand on voulait partager les vidéos. Il y avait beaucoup de petits soucis de pépins, puis ça rendait le visuel très difficile. Donc, on a fait une analyse, on a refait en fait notre analyse pour savoir identifier le choix des plateformes. Puis on a été on a choisi un site web qui est avec WordPress, qui est Dissémination Média. Et là, on a eu l'opportunité d'utiliser une solution qui était un peu plus institutionnelle parce que ça, c'était une solution qui était personnelle. Donc, on avait un serveur personnel. Donc, on a été une 4e fois changer notre endroit où nos rels étaient et on est rendu sur Pressbook maintenant. Donc, je vais arrêter cette présentation-là puis je vais vous montrer un petit peu le coffre à outils, à quoi il ressemble. Donc, on l'a fait... Au début, on ne voulait pas le faire sous forme de livre, mais finalement, en itération, on s'est dit qu'avec Pressbook, qui est vraiment plus un format livre, on l'a organisé de cette façon-là. Et ben, en fait, notre livre s'appelle Dissémination Média. L'idée derrière, c'est de parler comment concevoir les stratégies de communication. Donc, le livre en tant que tel présente un peu ben, c'est quoi de la dissémination des connaissances. Donc, c'est quoi notre projet. On met vraiment qui a été impliqué. On a fait des collaborations avec le département de génie, avec nos étudiants diplômés, des conseillers technopédagogiques. On a été aussi faire je travaille aussi en étroite collaboration avec Alain Mélenchon, qui est à la faculté des lettres et des sciences humaines. Donc, on a vraiment, ce projet-là a permis d'aller faire vraiment un travail interfacultaire à l'intérieur de l'université. Et on parle aussi de notre licence. Et ensuite, ben, on rentre un petit peu plus dans les contenus. Donc, on parle, c'est quoi de la dissémination des connaissances? Qu'est-ce que les gens peuvent apprendre? Comment les gens peuvent apprendre? C'est quoi les cadres théoriques
qui informe pourquoi on utiliserait de la dissémination des connaissances pour vraiment camper qu'est-ce qu'on peut faire, puis on explique c'est quoi les moyens de dissémination, puis chacun des moyens qu'on parle à l'intérieur de notre ressource éducative libre. Il y en a beaucoup d'autres qui existent, mais on a choisi ceux-là parce que c'était les plus pertinents pour nos étudiants. Puis ensuite de ça, bien, on rentre vraiment dans le cœur de la matière. On parle de différents moyens de communication. Puis la première chose à parler, en fait, c'est un peu l'identité d'un projet. Quand on fait un projet, je pense au projet Miss de Marie-Claire, elle a une identité de projet. Hein? Elle a fait même le Miss Dictionnaire. Là, j'espère que je dis les bons mots, là, mais tu sais, on utilise une identité visuelle, un univers en tant que tel qui permet de bien reconnaître le projet. Ça favorise la dissémination de ce projet-là parce que ça reste dans la tête des gens, puis après, ça leur donne envie d'y retourner et de comprendre les nouvelles connaissances qui sont issues de l'amélioration des pratiques. Donc, notre coffre à outils permet un peu de donner toujours des définitions, une introduction. On met un exemple qui est vraiment adapté à nos étudiants dans le domaine de la santé. Parfois, c'est des exemples fictifs parce qu'on n'a pas toujours des exemples réels. Puis ensuite, ben, on explique vraiment qu'est-ce que c'est, les avantages, les inconvénients d'utiliser ça parce qu'il y en a toujours. Et ensuite, comment concevoir. Donc, c'est quoi les lignes directrices? Comment tu trouves ton nom, comment est-ce que tu conçois ton identité visuelle. Donc, on met vraiment des aspects techniques sur comment faire et on donne souvent, on essaie de mettre aussi des exemples réels, comme je disais. Donc, dans ce cas-ci, on a utilisé notre propre identité visuelle de notre micro-programme pour parler un peu, bien, comment est-ce qu'on l'a bâti. On a eu des itérations, on s'est entendu, on a parlé en équipe professorale pour savoir comment est-ce qu'on le voyait. Finalement, on est arrivé à une autre itération et qu'est-ce que ça voulait dire, cette signature visuelle-là. Donc, on explique un petit peu comment est-ce que les gens peuvent bâtir le tout. Et souvent, à la fin, on met aussi des ressources et on fait une brève conclusion qui ouvre vers d'autres modalités. On met aussi beaucoup, c'était très important pour nous de mettre toutes les références puis les appuis sur les données scientifiques. Puis je peux peut-être vous montrer série balado, ce que ça ressemble. C'est que dans le fond, on voulait utiliser des balados pour en parler. Donc, on a vraiment une série balado qui parle. Donc, au lieu d'avoir plein de textes comme tout à l'heure, là, on est vraiment dans, on va aller voir avec, on va écouter la ressource éducative libre. Puis, mettons les documents infographiques, on a un document infographique qui parle des avantages, inconvénients. Donc, on a vraiment fait ce travail-là. La prochaine étape où on est rendu dans notre réel, c'est que là, présentement, on est vraiment dans le produit, mais ce qu'on veut, c'est rendre disponible tout notre matériel sous-jacent à ça, donc tout les fichiers qui sont modifiables pour que d'autres personnes puissent les utiliser par la suite. Donc, on est rendu là dans notre réel, puis on a certains modules qui ne sont pas encore complètement finalisés. Donc, par exemple, sur les publications médias sociaux, donc on a un carrousel médias sociaux qui montre les différentes façons de faire, mais on n'a pas fini de mettre les exemples comme on voudrait, puis les ressources, par exemple. Donc, je conclurai rapidement en vous disant que on a eu quand même beaucoup de défis, comme vous avez vu, pour nos différentes itérations. Ça a amené du retard sur notre planification et on a dû vraiment se creuser la tête pour être capable d'avoir des plateformes de diffusion qui étaient adaptées et qui permettaient de rendre disponibles les fichiers sources. Je vais vous montrer aussi quelques exemples bien rapidement de ce que les étudiants y ont fait après avec les ressources. Donc, sur les BD, un étudiant a créé vraiment sa propre BD pour parler comment les ergothérapeutes peuvent avoir accès à des conseils d'ergothérapeutes spécialisés en adaptation conduite automobile. Donc, ils ont créé un répertoire que les ergothérapeutes de première ligne peuvent aller consulter avant d'aller chercher des services pour des ergothérapeutes spécialisés qui demandaient 2 ans d'attente avant d'avoir un conseil téléphonique pour des ergothérapeutes. T'sais. Donc, ils ont mis en place, ils ont fait une BD pour faire rapidement connaître le répertoire puis comment y accéder avec un code QR. Puis, on a une autre étudiante qui nous a parlé, qui a monté un document infographique pour parler de comment est-ce qu'on peut faire du soutien personnalisé à l'engagement clinique quand on est un client qui vient dans le réseau de la santé. Il arrive avec tout son bagage, avec toute son expérience
il va vouloir s'engager avec différents niveaux dans son expérience de soins. Donc, comment est-ce que le thérapeute peut faire pour prendre en considération ce soutien à l'engagement-là clinique qu'il peut offrir. Et, vu qu'on utilise une réelle, ben, ça amène nos étudiants à partager sous forme de réels, eux aussi, puisqu'ils font des projets d'amélioration qui sont transférables. Donc, on fait comme un peu des petits. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Et je conclurai en disant que nos leçons tirées, c'est vraiment, ça a été de développer nos REL en pensant à une pérennité. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir un site qui va être capable d'être maintenu à long terme? Si, par exemple, moi, je quitte, il y aurait une relève potentielle. Je ne prévois pas quitter dans l'immédiat, mais on ne sait jamais parfois. Comment est-ce qu'on peut faire pour bonifier la transférabilité, donc rendre nos ressources initiales modifiables disponibles, et puis comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter la découvrabilité. Donc, on est encore en train d'y réfléchir, mais on souhaite que différentes opportunités, comme aujourd'hui, la vitrine REL, puissent servir à augmenter à petite dose la découvrabilité. Et c'est ça, c'est pour vous montrer remerciements. Je n'ai pas été financée par la Fébric-REL, mais j'ai vraiment eu beaucoup de conseils de leur part. Donc, je tiens à le dire. Puis Marianne Dubé, qui est ici présente aussi, là, qui a été vraiment une actrice formidable à l'université pour nous soutenir. Puis Christian aussi, Lachapelle. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui? Faut que Tu voulais j'apprenne à ajouter quelque chose? départager mon écran. Oui. Ah oui, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le... Ouais. je ne vois pas de main levée, mais oui, Marie-Claire, ben oui. Puis il y a Sophie aussi, mais Marie-Claire, tu as levé la main via l'écran, ta vraie main. Alors, je te passe la parole. C'est vraiment très intéressant, Catherine. Puis, pour être honnête, moi, je vais certainement aller chercher votre source parce que parmi les nombreux fantasmes que j'aimerais bien faire un podcast. Alors, je vais certainement aller chercher cette information-là. Puis, oui, la discussion là, sur l'identité, moi, MISC, je l'ai créé, mais ça veut dire miscellaneous en anglais. Alors, c'est facile à se rappeler parce qu'en anglais, c'est divers, puis il y a une diversité. Alors, il y avait toute une recherche, j'aime ça inventer des acronymes. Mais je me pose la question suivante, Catherine. Je me dis, après avoir fait toutes les démarches que vous avez faites pour décider de la plateforme là, appropriée, est-ce que ce savoir-là, qui est les espèces de cul-de-sac que vous avez éprouvées, est-ce que ça peut être documenté pour pas que les personnes qui vont vers la fabriquelle ou non puissent... parce que, tu sais, vous avez parlé de la diffusion des connaissances, mais est-ce que ces éléments-là que je trouve tellement importants pour pas que des personnes soient obligées de refaire toutes ces démarches-là, est-ce que ça fait partie de l'information que vous pouvez rendre disponible pour que d'autres personnes qui viennent après vous se situent dans la même... et pas à refaire cette roue-là, si on veut, qui est carrée clairement parce que ça n'a pas fonctionné, là. Mais parce que je me dis, la diversité, parce que j'ai beaucoup aimé de votre aile, puis j'imagine qu'il y a beaucoup de réflexion entre la, la facture visuelle qui correspond à ce que vous essayez d'enseigner. Donc, tu sais, si c'est de l'infographie, ben, il faut que ça soit cohérent. Bon. Mais cette diversité-là, elle va augmenter, là, elle ne va pas aller en diminuant. Donc, tout ce que vous avez fait comme démarche, est-ce qu'on peut la documenter pour éviter ça à d'autres? Ben, c'est une très belle question, mais ça me ferait plaisir de partager mes matrices de réflexion qui ont eu lieu, puis les critères qu'on a utilisés aussi pour le choix. En même temps, j'ai vu des REL sur Moodle qui étaient excellentes, qui fonctionnaient extrêmement bien. J'ai vu des REL sur Scénarii qui fonctionnent très bien aussi. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller en fonction du produit qu'on a besoin de livrer. Nous, on avait vraiment une complexité liée au fait qu'on utilisait des formats multimédia variés. Puis, ça amenait que ça nous prenait un outil technologique qui était très flexible. Puis, on a eu des enjeux liés à la sécurité des informations parce qu'à l'Université de Sherbrooke, avant, on avait ce qu'on appelait les espaces web. Puis, tous les membres du personnel, on pouvait se créer un site web qui était associé à l'Université de Sherbrooke, qui était écrit comme HTTP, U2S, tu sais, et là, on mettait notre nom de domaine.
Puis, il y a eu vraiment des enjeux de sécurité liés à ça. Les serveurs sont tombés en désuétude. Puis, ça a fait qu'on n'a plus cette solution-là institutionnelle. Puis, c'est extrêmement onéreux. Puis ça demande beaucoup de temps aux services techniques pour nous soutenir dans ces démarches-là. Donc, on a été un peu livrés à nous-mêmes. Puis, on a eu des alliés formidables pour nous aider à trouver des solutions. Je dois vraiment le dire qu'ils ont travaillé fort. Je pense que de mettre ces informations-là disponibles, ça pourrait être comme un cas, un cas, puis ça peut amener des leçons tirées, ça pourrait être formateur, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme notre solution était la meilleure et c'est celle à privilégier pour tout le monde, parce que je pense que c'est pas le cas, là. Merci, Catherine. Je vais passer la parole à Sophie. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment hyper intéressant. Moi, je vais me servir de Tarel, Catherine, je veux dire, concevoir des stratégies de communication pour dissémination efficace des connaissances. Là, nos étudiants, ils ont besoin de pratiquer ça. Là. Fait que, tu sais, moi, je vais vraiment utiliser Tarel. Moi, j'ajouterais à ce que Marie-Claire disait par rapport au partage des défis rencontrés dans le processus de création. Moi, justement, par Éductive, là, j'avais participé à une chronique où on partageait justement les défis de création de REL. Et moi, justement, là, j'en ai vraiment plusieurs. Puis je pense que c'est vraiment une excellente idée de documenter ça, parce que moi, les collègues avec qui je parle de mes REL sont tout le temps, mais Sophie, par où tu commences? Puis là, tu sais, je veux dire, tous les défis que tu as rencontrés, tout ça, tu sais, eux autres, ils voient ça comme insurmontable, tu sais, c'est comme, voyons, comment je vais faire, tu sais, par où je commence? Fait que moi, je pense qu'il y aurait un exercice de documentation de ces défis-là et pour essayer, c'est comme de dédramatiser la chose, puis de se servir à bon escient de ces expériences-là. Puis quel a été le défi, puis quelles ont été tes solutions? Puis moi, je réalise que en voyant les présentations des collègues, moi, je n'avais pas préparé de présentation structurée. La prochaine fois, je vais arriver avec une présentation structurée. Mais j'ai oublié de mentionner tous les gens qui m'ont aidé. C'est fou, là. Je veux dire, j'avais mentionné Claude puis Marianne de par leur rêve sur la création d'un manuscrit, mais moi, j'ai eu l'aide de mon conseiller en technopédagogie, mon bibliothécaire à l'école, Marie-Lou Bourque aussi, incroyable, je veux dire, en éducation ouverte. Puis c'est important de démocratiser ce soutien-là, d'en parler, fait que comme ça, les collègues vont être plus comme, ah, ben finalement, ça se fait, puis il y a une collection de défis, solutions là, à laquelle j'ai accès. En tout cas, je voulais faire du pouce sur ce que Marie-Claire disait, puis à quel point Catherine, ta REL, moi, je vais l'appliquer dans mes cours. Je vais m'en servir. Donc, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir, mais je suis bien d'accord avec vous que c'est important que les leçons tirées là, soient visibles en quelque part. Là. Ça va être de trouver l'endroit, la meilleure façon de le faire connaître. On a toujours les modalités plus traditionnelles d'écrire un article scientifique par rapport à ça sur notre démarche d'innovation pédagogique, mais c'est pas ce qui a le plus d'impact. Donc, je pense que de peut-être travailler avec la Fabrique REL ou avec un autre partenaire qui peut récupérer ça, puis ajouter ou bonifier une section, moi, ça va me faire plaisir, et évidemment, de faire ça. Là. J'ai pris des notes, puis effectivement, à la Fabrique REL, on cherche toujours à améliorer l'accompagnement qu'on peut faire, le soutien. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Donc j'en prends note. On pourra se reparler. Je veux quand même, avec le temps qui nous reste, je veux passer la parole à Marianne. Merci, Catherine, pour la présentation. J'ai découvert avec un haut niveau d'excitation la version Pressbooks. Quel beau travail, c'est super. Puis, tu sais, Catherine, elle l'a mentionné, c'est un projet initié à l'Université de Sherbrooke, mais on s'est croisés quand même. Et puis, dès le départ, ça a été un enjeu. La solution numérique pour diffuser, créer, c'est pas une solution, ça n'existe pas dans l'écosystème facilement accessible au Québec, malheureusement. Ça se trouve ailleurs, en anglophonie, au Canada.
Donc, on a quand même utilisé là, des partenariats avec l'ETS. Vous voyez, Pressbook, c'est par l'ETS. Moi, j'ai beaucoup utilisé le cas de figure de Cateri pour militer. J'ai monté un argumentaire auprès de notre gouvernance à l'Université de Sherbrooke pour pouvoir arriver à se doter d'une instance Pressbook pour pouvoir créer, utiliser aussi pour que les étudiants puissent co-construire des savoirs. Marie-Claire, vous en parliez un peu plus tôt, puis aussi diffuser puis réutiliser facilement. Si on l'a, nous, à l'Université de Sherbrooke, à un moment, on espère aussi que, je sais que le partenariat des bibliothécaires aussi, l'Université du Québec travaille dans ce sens-là. Le cégep, je trouve ça important aussi. Puis là, j'écoutais Sophie discuter, je me suis dit, effectivement, peut-être que la Fabrique, vous avez une belle collaboration avec le ministère, donc monter un argumentaire de cas de figure. Moi, aujourd'hui, je trouve ça excitant de me rendre compte qu'il y a des défis liés à l'innovation pédagogique. C'est super. Ça veut dire qu'on continue de développer puis d'innover. Je me dis, on arrive à un niveau de maturité, d'ouverture et d'intérêt envers les REL quand je vois que des étudiants créent eux-mêmes leurs REL parce que ils sont inspirés par l'idée du partage. Je me dis, OK, on est sur un X intéressant en 2025. Donc, on est rendu à un moment où, OK, l'offre et la demande. Je pense qu'on a suffisamment de demandes pour aller travailler sur une offre d'infrastructure numérique partagée. Moi, je me dis, il y a probablement, on est à un bon moment là, pour monter un argumentaire basé sur des créateurs de réels. Puis maintenant, on a une quantité suffisante, quantité intéressante de réels, de créateurs qui ont aussi un retour réflexif mature sur Oui. leur expérience. Donc, je pense que effectivement, il y a de quoi à faire. Mais merci. Puis je m'adresse à tout le monde aussi. Merci pour le partage. Aujourd'hui, j'ai pris plein de notes. Je vais transférer les ressources aussi dans mon université. Puis je continue à me demander, comme Catherine le mentionnait, comment on peut la meilleure courroie de transmission à l'intérieur des programmes, des facultés. Donc, c'est pas encore gagné, mais je me dis, on arrive à un niveau de maturité suffisamment intéressant pour qu'on se penche sérieusement sur la question. Merci beaucoup. Merci, Marianne. J'ai pris des notes aussi dans tes commentaires. On va se reparler à ce sujet-là, bien sûr. Donc, on va conclure. Je vais conclure rapidement. Donc, j'aimerais dire un énorme merci aux personnes qui ont présenté ce matin. Moi, je dirais, là, vous avez mis de l'avant vraiment l'aspect de collaboration, l'aspect de co-création, le partage, donc toutes des valeurs liées au réel, puis certainement votre passion. On a senti toute votre passion. En fait, on est arrivé à 11 heures, puis il y a une présentation qu'on n'a pas faite. Donc, c'est pour dire à quel point là, vous avez vraiment allumé ce matin, je pense, en tout cas de mon côté, assurément. Et je fais juste remercier mon collègue Claude aussi qui a animé dans le clavardage, Gabriel qui nous a soutenus pour l'aspect technique. Et je peux peut-être inviter Claude là, à placer le lien parce qu'il nous reste quelques ateliers pour le mois de l'éducation ouverte. On a peut-être encore 4-5 webinaires. Donc, on va placer la programmation dans le clavardage si ça vous intéresse. Et on vous remercie aux personnes qui ont assisté ce matin pour votre présence, souhaitant qu'on vous a inspiré. Alors, un gros merci. Puis à la vitrine réelle 2026 en mars prochain, l'année prochaine. Au revoir tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup.